Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, vous regardez Grand Angle sur BFM TV, il est 22h et voici le programme de votre émission ce soir. Donald Trump dénonce l'accord sur le nucléaire iranien, le président américain affirme que Téhéran ne respecte pas le texte et annonce la reprise de sanctions économiques au plus haut niveau, décision que regrettent Paris, Londres et Berlin ce soir. Nous allons largement y revenir dans cette émission. La mort de Morane, la chanteuse belge avait 57 ans, son corps a été retrouvé chez elle, à Bruxelles, révélé au public français avec la comédie musicale Starmania. Morane a marqué l'opinion en France avec son timbre de voix incomparable. Le festival de Cannes débute ce soir, première montée des marches avec Penélope Cruz et Javier Bardem. Joseph, le patron du gang des escabeaux, en a vu des montées de marche en 35 ans. Salia Braclia est allée à sa rencontre. Si quelqu'un ne fait pas partie de votre gang et a envie de faire des photos de stars, comment elle fait cette personne? C'est que voilà, alors à ce moment-là, on leur explique qu'il faut qu'ils prennent un escabeau de 4 à 5 marches et ils se mettent derrière nous. Derrière. C'est déjà pas si mal. Les mots choisis par Donald Trump ce soir pour décrire l'Iran sont extrêmement durs. Le président américain dénonce l'accord sur le nucléaire avec Téhéran et remet en place le plus haut niveau de sanctions économiques. On voit ça en images avec ce reportage d'Émeric Baron. Pas de tweet comme à son habitude, mais une allocution solennelle à la Maison-Blanche. Donald Trump choisit la manière forte, le retrait de l'accord jugé désastreux selon lui. In a few moments, I will sign a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. We will be instituting the highest level of economic sanction. Réaction immédiate des Européens, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne font part de leurs regrets et assurent travailler collectivement à un accord plus large. Cet accord sur le nucléaire iranien signé en 2015 semble de plus en plus menacé. Ce 14 juillet 2015 à Vienne, la photo est pourtant historique. Après 12 longues années d'âpres négociations, la communauté internationale vient de trouver un accord avec l'Iran sur son programme nucléaire. Today could have been the end of hope on this issue, but now we are starting a new chapter of hope. Concrètement, le pays renonce à devenir une puissance nucléaire, interdiction d'enrichir de l'uranium pendant 15 ans et obligation de renforcer les inspections de l'Agence internationale à l'énergie atomique jusqu'en 2040. En échange, les grandes puissances s'engagent à lever progressivement les sanctions économiques qui pèsent sur le pays depuis 10 ans. Un accord ambitieux dont se félicite alors le président américain. Because of this deal, the international community will be able to verify that the Islamic Republic of Iran will not develop a nuclear weapon. Négocier avec l'Iran, un tournant pour les États-Unis. Car depuis la révolution islamique de 1979, les relations diplomatiques sont rompues entre les deux pays. Pour Téhéran, l'Amérique représente le grand Satan. Pour les États-Unis, l'Iran est devenu un pays ennemi. Il faut se souvenir des 444 jours de prise d'otages des diplomates américains dans leur propre ambassade. C'était un camouflet pour la grande Amérique à la face du monde. Et la révolution iranienne était pour tous les Américains bien, un signe d'affaiblissement, d'humiliation à la face du monde. Et donc, en quelque sorte, lorsque Barack Obama va au bout de cet accord de 2015, bien, c'est une manière de fermer cette page de l'histoire. Mais cette ouverture dans la politique étrangère américaine n'est pas du tout du goût de Donald Trump. Pendant toute sa campagne, le candidat républicain affirme son opposition à l'accord nucléaire iranien et promet d'en sortir. I've been doing deals for a long time. I've been making lots of wonderful deals, great deals. That's what I do. Never, ever, ever in my life have I seen any transaction so incompetently negotiated as our deal with Iran. Une fois à la Maison-Blanche, ce message est martelé. Même si l'Iran respecte ses engagements, d'après les observateurs internationaux, le nouveau président ne dévie pas de sa ligne. Question de principe.
The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions. Frankly, that deal is an embarrassment to the United States. It's insane, it's ridiculous, it should have never been made. Pour Donald Trump, ce n'est pas seulement l'accord iranien qui ne va pas, c'est tous les accords qu'il faut redéfinir. Donc il y a une position de principe, une position théorique. Tout ce qui a été négocié avant moi, Donald Trump, futur président, devra être négocié parce que ça a été négocié contre les États-Unis. C'est une position de principe qui ne va pas au fond des accords, ne regarde pas le détail de chacun des accords. C'est vraiment une position philosophique. Si Donald Trump se montra flexible, c'est aussi pour rassurer son meilleur allié, Israël. Le Premier ministre israélien en est persuadé, comme il l'affirmait récemment, l'Iran mènerait un programme nucléaire secret. Pour Israël comme pour les États-Unis, il faut donc se montrer plus ferme avec l'Iran, notamment sur les missiles balistiques. L'Iran a continué à développer des missiles qui permettent d'atteindre l'ensemble de la région et qui menacent donc des pays comme Israël ou d'autres, et qui constituent effectivement une source d'inquiétude dans toute la région. Des missiles balistiques qui ne sont pas dans l'accord. Donc l'Iran dit, nous avons le droit de fabriquer nos missiles, nous sommes un pays indépendant, et comment pourrait-on nous l'interdire ? L'offensive de charme d'Emmanuel Macron lors de sa visite d'État n'aura donc pas suffi à infléchir la position de Donald Trump. Alors que l'Iran et ses 80 millions d'habitants commençaient à sortir de 10 années d'embargo, ce retrait américain ouvre désormais une longue période d'incertitude. Bonsoir Jean-Christophe Ploquin, merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef à La Croix, spécialiste des questions internationales. Il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à Donald Trump, c'est de ne pas tenir ses engagements. C'est son premier engagement de politique internationale vis-à-vis de ses électeurs qu'il respecte aujourd'hui. Oui, il y avait eu déjà l'accord sur l'accord transpacifique, qui était plus en politique commerciale. Mais là, effectivement, il a toujours été très clair. Il détestait finalement cet accord qui avait été signé par Barack Obama, qu'il détestait aussi. Et donc là, il est dans la continuité de son appréciation, finalement. Il estime que cet accord de 2015 était mauvais. Alors, je pense que il se trompe. C'était un bon accord. C'est quand même un accord, finalement, qui a permis d'enrayer la dynamique du processus militaire nucléaire iranien. Souvenons-nous, en 2014-2015, on se demandait un peu, est-ce que l'Iran aura la bombe dans 9 mois, dans 12 mois, dans 15 mois ? Ça allait très vite, les centrifugeuses iraniennes tournaient à plein régime. Et donc l'accord de 2015, il a quand même cassé cette dynamique. La plupart des centrifugeuses ont dû être démantelées. La plupart de la matière radioactive iranienne a été exfiltrée du pays. Et donc aujourd'hui, on a un Iran qui produit, qui est beaucoup moins dangereux par rapport à son programme nucléaire. Donc là, Trump, c'est son jeu, il veut dénoncer cet accord, donc il dit qu'il est mauvais, mais je pense qu'il a tort, c'était un bon accord. Mais est-ce que lorsqu'il dit ça, parce qu'il y a littéralement mauvais, si je puis m'exprimer ainsi, et ensuite mauvais pour les États-Unis, et finalement c'est ce qui guide toute la politique de Trump depuis qu'il est à la Maison-Blanche. America First. America First. Et là, je pense que par rapport au Moyen-Orient aussi, Trump a choisi son camp. Finalement, il est pro-israélien, il est pro-saoudien. Et il est anti-iranien. Et donc, la situation est très claire pour lui. Et dans ce cadre-là, il veut vraiment entourer l'Iran, empêcher l'Iran finalement de nuire dans la région. En quelque sorte, il veut faire rentrer l'Iran dans sa boîte. Il veut faire rentrer l'Iran à l'intérieur de ses frontières. L'Iran qui aujourd'hui est très actif en Syrie, qui est très actif en Irak, très puissant au Liban, très actif au Yémen. Eh bien, de toute évidence, avec ses alliés saoudiens et avec ses alliés israéliens, Trump veut repousser l'Iran à l'intérieur de ses frontières, veut casser cette influence. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? On sait que Paris, Berlin, Londres également veulent garder les contours de cet accord, que Rouhani explique vouloir continuer à négocier avec les Européens, les Russes, les Chinois. Oui. C'est-à-dire que les États-Unis sortent de ce jeu pour l'instant ? Alors, je pense que pour les Européens, ça va être très compliqué de rester fidèles à l'accord. C'est-à-dire que Trump a annoncé, on ne connaît pas encore le détail des sanctions qu'il va prendre, mais la façon dont il en a parlé, on sent que ça va être des sanctions qui vont viser sans doute un peu toutes les compagnies européennes qui vont vouloir travailler avec l'Iran. Il a eu des formules assez vagues, donc on ne sait pas si une entreprise qui investit dans le pétrole ou qui investit dans un projet hôtelier
Est-ce que ça va être sanctionné ou pas? On ne le sait pas encore. Mais la façon dont il en a parlé, on sent qu'il met la barre très très haut. Et donc je ne vois pas comment les Français, les Allemands, les Britanniques notamment, pourraient continuer à s'accrocher à un accord qui n'a plus de réalité, qui ne permet plus vraiment de faire du commerce avec l'Iran. Et vous avez raison, de son côté, l'Iran a réagi très vigoureusement en disant qu'ils étaient prêts à reprendre les essais nucléaires, enfin leur programme nucléaire, voilà, enrichissement, mais c'est très compliqué pour eux parce que dès lors qu'ils démarrent ce programme d'enrichissement, les Européens, du coup, considèrent que l'accord, là aussi, est tombé. Et les sanctions européennes reprennent effet. Donc, je pense que l'Iran va être obligé quand même d'avancer prudemment et qu'ils ne peuvent pas décider comme ça en un claquement de doigts de rejeter finalement, d'arrêter les inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Je pense qu'ils vont être obligés de chercher un moyen terme. Encore un mot, s'il vous plaît. En Israël, on demande aux habitants du nord du pays ce soir de faire attention, de se préparer d'éventuelles frappes. Évidemment qu'il y a un élément de communication qui est très très fort dans toute cette crise diplomatique. L'escalade, elle peut aller jusqu'où, selon vous? C'est le grand danger, hein, c'est qu'aujourd'hui en Iran, en Syrie, pardon, vous avez les Iraniens qui sont extrêmement présents, le Hezbollah qui est extrêmement présent. Il y a une frappe d'ailleurs, on apprend à l'instant, une frappe israélienne contre une base près de Damas. Voilà, donc on voit bien que entre l'Iran et Israël, depuis plusieurs semaines aujourd'hui, il y a vraiment des tensions très fortes, des frappes israéliennes déjà. Et donc, ce processus d'escalade, on sent que Israël a vraiment comme objectif d'empêcher le territoire syrien d'être une menace pour la sécurité d'Israël. Et donc, il y a un enjeu très fort d'escalade dans ce pays. Merci beaucoup Jean-Christophe Ploquin d'avoir été avec nous ce soir dans Grand Angle sur BFM TV. Dans un instant, suite de votre émission, Célèbre Clia nous rejoint. On ira faire un tour à Cannes avec l'ouverture du festival aujourd'hui. Et puis nous reviendrons également sur la disparition de Morane. A tout de suite. Retrouvez votre programme avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels. BFM TV, première sur l'info, aussi sur votre mobile. Sur le web, retrouvez bfmtv.com. C'est la vie que je veux, en vrai, ensemble, entière. C'est la vie que je peux, en bio et en symbiose, en clair. C'est la vie claire. Gabriel, Chanel, le nouveau parfum. Certaines choses ne changeront jamais. D'autres, oui. Car maintenant, avec le nouveau lave-linge Quick Drive, un cycle de lavage vous prend jusqu'à 2 fois moins de temps. Son tambour exclusif à double rotation vous permet un lavage plus rapide et sans compromis sur le soin de votre linge. Quick Drive, prenez soin de votre linge en 2 fois moins de temps. Et en ce moment, jusqu'à 400 € remboursés pour l'achat d'un lave-linge Quick Drive. Baby, what you gotta do is wearing your brand new shoes to let me see your ankles. Hey, so let me feel alright. See, your ankles made me mad. Don't you wanna be a part of the game? Cause your ankles so sexy, don't be ashamed. Baby, slow it down. I want you to feel alright. Le Bon Coin, chaque jour, des millions d'échanges qui facilitent la vie des Français. Au fil des années, j'ai toujours cherché à révolutionner la technologie des aspirateurs. Maintenant, avec ce puissant moteur numérique, une nouvelle ère commence. Dyson a réinventé l'aspirateur sans fil. Ce n'est certainement pas un appareil d'appoint. Le Dyson Cyclone V10 devient maintenant votre aspirateur principal pour nettoyer en profondeur dans toute la maison. Tellement puissant que nous avons arrêté de développer des aspirateurs avec fil.
Élite Rencontre, le site de rencontre de référence pour célibataires ambitieux. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et revivez l'amour sur éliterencontre.fr. MMA Business Entreprise, interruption spéciale. En direct à Lille, un drame est en train de se jouer dans une entreprise informatique. Claude, que s'est-il passé? Oui, Ludivine, je me trouve avec le dirigeant de la société qui s'est blessé accidentellement. C'est grave? Non, non. Ah bah si, c'est très grave. S'il peut plus travailler, il va se retrouver sans revenu. Bah, pas du tout. Avec l'assurance revenu pro MMA, je vais percevoir des indemnités compensant ma perte de revenus, alors... Bon bah si c'est pas grave, envoyez la pub. Zéro tracas, zéro blabla, MMA. L'énergie vitale de la nature. Le jus d'aloe vera dans un soin bio délicat, dédié aux peaux sensibles à réactives. Pour une peau hydratée tout en douceur. Hydra Aloe Vera peau sensible, de Sow Bioéthique. Gamme à batterie Steel. C'est comme si c'était fait. Steel, la performance est notre exigence. Avec Zoé, roulez en liberté. Libre de vivre les sensations de la conduite électrique, de goûter à des expériences inédites. Libre de pouvoir recharger simplement, chez vous ou ailleurs. Libre d'écouter la mer, la route ou juste le silence. Renault Zoé, la meilleure autonomie de sa catégorie. Renault Zoé, à partir de 129 € par mois, prix et son installation incluse. Retrouvez votre programme avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels. Vous regardez Grand Angle sur BFM TV. Ce soir, nous revenons également sur la disparition de Morane. La chanteuse a été retrouvée chez elle à Bruxelles. Elle avait 57 ans. Un choc pour le public français qui la suivait depuis sa révélation dans la comédie musicale Starmania. Martin Cangelossi. Les uns contre les autres. En 1988, Michel Berger découvre Claudine Luypaerts, une chanteuse belge. Lui remonte Starmania. Elle est fan de la comédie musicale mise en scène par un certain Francis Morane. La jeune artiste vient de trouver son pseudo. La France tombe sous le charme d'une voix de velours. 10 ans après des débuts timides dans des cafés bruxellois, Morane enregistre un deuxième album. Toutes les mamas signent son plus grand tube. Vous savez, c'est ma petite sœur de musique. C'est 40 ans d'amitié, de souvenirs extraordinaires. Des souvenirs quand la France et la Belgique se laissent envoûter en 1991. Sur un prélude de Bach, l'album est disque de platine. Le succès populaire et la reconnaissance de toute la profession. En 1994, Morane est couronnée de la victoire de la musique de la meilleure artiste francophone. Une chanteuse sensible qui partage l'affiche avec ses amis, comme Liane Folly. Quand on est artiste, je pense qu'on a quelque part une fêlure. Hein. C'est bien pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Ce n'est pas possible de perdre une aussi belle voix, une aussi belle amie. Cette fragilité, Morane la laisse éclater aux côtés de Lara Fabian. Je suis seule à les entendre, les silences, et quand j'entends toi, tu es mon autre. Je veux nos fous rires et nos voix mélangées. Je veux notre lien étrange. Une partie de ma vie vient de partir avec toi et je ne serai plus jamais la même. Je t'aime. Tu es mon autre reste plusieurs semaines au top 5, en France et en Belgique. La Belgique qui, ce mercredi soir, a joué tous les tubes de Morane sur la Grande Place. Hommage de Bruxelles à une enfant du pays. Et voyant ça, on est plein d'émotions parce que, en fait, c'est Jacques Brel féminin. C'est une personne qui va nous manquer.
Morane, ouais, c'était quelqu'un qui nous a accompagnés presque d'une partie de notre vie. Donc sa voix nous baladait en voiture, dans le train, elle faisait rêver, donc voilà. Message d'amour aussi, devant son domicile. Elle qui se faisait discrète depuis 2016 et une opération des cordes vocales. 2 ans après son absence, Morane était remontée pour la première fois sur scène jeudi dernier. Avant de chanter une dernière fois ce week-end. Sur scène, ça allait. Dans coulisses, ça n'allait pas du tout. On voyait bien qu'elle n'était pas bien. Vraiment pâle, déprimée. Morane venait d'annoncer sur les réseaux sociaux la sortie d'un nouvel album pour cet automne. Bien sûr, nous eûmes des orages. Je serai Jacques Brel. Vous savez tout. Je vous embrasse. Voici Célèbre Claire. Oh, mais comme elle est contente de sa surprise. Mais ouais, Bonsoir, c'est pour vous mettre dans Salia. l'ambiance. Waouh, petite musique. Musique est un indice. Nous allons à Cannes ce soir. Première montée des marches du festival, cérémonie d'ouverture et pléiade de stars. Ouais, comme chaque année. Et ce soir, ceux qu'on attendait impatiemment, parmi ceux qu'on attendait impatiemment, il y avait Léa, Kate, Pénélope et Javier. Kate! Kate! Ouais, Kate! Là! Léa! Léa, ici, Léa! Pénélope! Javier, ouais, merci. Des photographes déjà à fond sur le tapis rouge et à l'autre bout de ce tapis, justement, les photographes amateurs. On était parmi eux tout à l'heure et voilà ce qu'on a vu. Bon, en fait, on n'a rien vu. Bah ouais, pas grand-chose. J'attendais le truc, mais ouais, que dalle. Que des bouts de stars et encore, parce que c'est la guerre en fait. C'est la guerre pour apercevoir les people quand on est à Cannes. Pourquoi? Parce que le gang des escabeaux monopolise tous les premiers rangs. C'est quoi le gang des escabeaux? Ah oui, ça c'était la relance que j'étais censé faire. Bah oui, c'est quoi? Ce sont eux là-bas, une centaine de fans qui plantent leurs escabeaux derrière les barrières, au plus près du tapis rouge pour pouvoir interpeller les stars. Mais pour avoir cette place de choix, faut se lever tôt, dimanche, alors que l'affiche officielle du festival vient d'être installée et que le tapis rouge n'est pas encore déroulé. On a retrouvé Joseph, 74 ans devant le palais. Lui, c'est le patron du gang. Bonjour. Salia, enchantée. Bonjour. Bon alors c'est vous le chef du gang des escabeaux? On le dit, oui. Le festival c'est mardi, d'ailleurs le tapis rouge il a toujours pas été mis, mais vous êtes déjà là. Ben oui, il faut bien quand même organiser, il faut quand même mettre les escabeaux, il faut les attacher, et puis on les surveille un peu quand même. Et quand est-ce que vous êtes arrivé du coup avec vos escabeaux? Hier c'était quel jour? Samedi. Et donc vous avez ramené tous les escabeaux avec vos amis? Ce sont les chefs de groupe qui ont ramené les escabeaux pour leurs amis. C'est hyper organisé, c'est-à-dire qu'en fait, la première ligne avec les prénoms correspond à la première rangée d'escabeaux. Oui. La deuxième, la troisième, pareil, comme ça. Voilà, c'est pareil, oui. Mais c'est quand même mieux que ce soit bien carré quand même comme ça, mais il n'y a pas de désordre et tout se passe mais alors comme une lettre à la poste. Moi je comprends les escabeaux, mais pourquoi vous vous appelez le gang des escabeaux? Parce que disons que nous sommes une équipe soudée quand même. C'est Jean-Pierre Pernaut qui nous a baptisé de ce terme-là. Et toujours au pied des marches, le fameux gang des escabeaux, on l'appelle comme ça. On n'a pas trop aimé parce que gang quand même, ça veut dire c'est pas tellement ça quand même. Ah, si quelqu'un fait pas partie de votre gang et a envie de faire des photos de stars, comment elle fait cette personne? C'est que voilà, alors à ce moment-là, on leur explique qu'il faut qu'ils prennent un escabeau de 4 à 5 marches et ils se mettent derrière nous. Derrière. C'est déjà pas si mal. Vous êtes toujours devant, en plein milieu, face aux marches. On se retrouve quand même un peu les meilleures places, nous sommes là avant quand même. Vous êtes là tous les ans depuis 35 ans?
Mais est-ce qu'au moins vous avez déjà vu un film en sélection? Si, mais énormément, on en a vu, oui. Il y a 2 ans, qu'est-ce qu'on a vu? Le film avec Catherine Deneuve, je ne m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus, je dis. Et vous n'êtes pas, j'allais dire... Saturé? Pas du tout, absolument pas. C'est un rêve. C'est hors du temps, c'est le seul endroit au monde, il y a autant de stars qui sont groupées au même endroit. 15 jours dans l'année pendant lesquels Jo se fabrique un petit trésor. Vous stockez ici 35 ans de Festival de Cannes. Oui, ah oui. Ce sont vos photos. Vous faites des portraits, vous? Oui, j'adore les portraits. Et donc sinon, vous avez des albums par année, c'est ça? Donc là, c'est Cannes 2010. Là, on a 2009, on a 2006 ici. Michael Douglas. Oui, Michael Douglas. Ça passe bien pour vous, là. Oui, c'est vrai. Delon, superbe et généreux. Oh, lui aussi, remarquez. Je crois qu'il sera à Cannes. Mais c'est pas Claude Lelouch, lui, vous êtes trompé. J'ai marqué comment? C'est Gilles Lelouch. C'est Gilles, vous avez raison, oui. Je crois que les pures stars qu'on a vues, c'était Clint Eastwood, Brad Pitt et George Clooney. C'est quand même quelque chose, quand même. Ouais, Pour nous, c'est des gens qui sont des grosses pointures et qui ont du poids. On dirait, oui, c'est presque des êtres surnaturels. C'est vrai qu'on les voit sur un piédestal. Et quand on les voit de si près et qu'ils font attention à vous, nous, petits photographes amateurs, on se dit quand même, pour moi, ça me suffit. Voilà. Alors cette année, le rêve de Jo, c'était de photographier Nicolas Cage. Il l'a jamais fait en 35 ans, mais son attaché de presse a prévenu ce matin que finalement, il ne viendra pas. Ouais, mais il a vu Salia Braclia. Et de près. Je sais pas si c'est à la hauteur. Il a discuté avec Salia. Et ça, c'est pas rien, croyez-moi. Merci ma chère Salia, à demain dans Grand Angle. Bien, nous allons changer quelque peu d'ambiance dans quelques instants, parce que Donald Trump n'a pas de mots assez durs pour condamner Téhéran ce soir et dénoncer l'accord sur le nucléaire iranien. Du coup, les Européens, un peu dans la panique, cherchent à calmer les choses et espèrent pouvoir maintenir un accord avec l'Iran. Nous allons y revenir avec nos invités. Restez avec nous. Retrouvez votre programme avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. Dis papa, on conduit comment dans le futur? Renault Scénic, la technologie au quotidien. Découvrez Renault Scénic et ses nouvelles motorisations essence à partir de 229 € par mois avec 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Toutes vos boissons préférées en un clic. Tassimo, une touche de bonheur. Et en ce moment, votre machine à café Tassimo Vivi vous revient à 34,90 € seulement. En plus, 2000 machines sont 100% remboursées. France, le retour d'un mythe. Demain à 20h50 sur RMC Découverte. Comme ça, elle respirera mieux. Et c'est parti pour le tour du monde. Économiser sur tout, oui, sauf sur le beau. Un jour peut-être, même les gratte-ciels seront en bois. Moi, je préfère les jeux qui sont de la forêt. Pour moi, c'est le bois. Vinci Immobilier est un promoteur immobilier qui réalise près de 7000 logements sur l'ensemble du territoire français chaque année. Notre problématique de communication est double, développer notre image de marque et soutenir notre activité commerciale. Et c'est pour ça que nous avons souhaité développer une campagne de communication télé sur BFM TV. Nous mesurons le résultat de nos campagnes très précisément sur BFM TV, car dès que nous communiquons sur ce canal, la fréquentation de nos sites internet est en forte hausse et nous créons également de nombreux leads. Je recommanderais BFM TV pour tous les annonceurs qui souhaitent soutenir fortement à court terme leur activité commerciale.
Gabriel, Chanel, le nouveau parfum. Tous les jours, BFM Sport vous accompagne au cœur de l'actualité sportive. Vous êtes au bon endroit. Évidemment, c'est l'émission de paradis. Avec des JT en continu, vos émissions en direct toute la semaine. C'est parti pour 60 minutes. On est heureux forcément de vous accueillir. After en direct sur BFM Sport. Et tous les week-ends. C'est le grand week-end sport. Toutes les images, toutes les infos. Tous les sports, tous les terrains, tout le temps. Ne ratez rien de l'info sportive sur BFM Sport. Retrouvez votre programme avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels. Bonsoir à tous, bienvenue. Vous regardez Grand Angle sur BFM TV, les 22h30. Au programme de votre émission ce soir, Donald Trump qui annonce que les États-Unis quittent l'accord sur le nucléaire iranien. Le président américain estime que Téhéran ne le respecte pas, affirme que l'Iran est le principal soutien du terrorisme. Décision que regrette officiellement la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne ce soir. Nous allons y revenir avec nos invités. On a appris ce matin la mort de Morane, la chanteuse belge avait 57 ans. Sa disparition marque le public français qui la suivait depuis Starmania. Morane qui travaillait sur un nouvel album. Il l'avait promis à ses électeurs, il a donc tenu sa promesse. Donald Trump dénonce ce soir l'accord sur le nucléaire iranien. Les États-Unis quittent cet accord signé il y a 2 ans et demi par 7 pays, dont Téhéran. Explication Loïc Besson. Comme à son habitude, Donald Trump met en scène la signature du décret dans lequel il rétablit les sanctions contre l'Iran. Nous allons mettre en place le plus haut niveau de sanctions économiques et toute nation qui aiderait l'Iran dans ses recherches pour l'arme nucléaire pourrait aussi subir ces sanctions. Ces sanctions avaient été levées en 2015 en contrepartie de l'engagement pris par l'Iran de ne pas se doter de l'arme nucléaire. Le président américain a décidé de se retirer de l'accord. C'était un accord horrible et déséquilibré qui n'aurait jamais dû exister. Ça n'a pas apporté le calme, ni la paix, et ça ne l'apportera jamais. Donald Trump assure avoir la preuve que le régime iranien ment sur ses activités nucléaires. La semaine dernière, les renseignements israéliens ont publié des documents montrant que le régime iranien continuait ses recherches sur l'arme nucléaire. Pourtant, toutes les inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique montrent le contraire. Cet accord désastreux donnait à ce régime, et c'est un régime de terreur, des milliards de dollars, une partie en cash. En ligne de mire du président américain, l'enrichissement en uranium autorisé par Téhéran, bien que très limité et destiné uniquement au nucléaire civil. Cet accord autorisait l'Iran à continuer à s'enrichir en uranium et à terme à provoquer un éclatement nucléaire. Depuis son élection à la Maison-Blanche, le président américain n'a cessé de réitérer sa promesse de campagne, sortir de cet accord que son prédécesseur et les Occidentaux avaient mis près de 2 ans à négocier. Comment réagit-on à Téhéran? On voit ça avec Mariam Pirzadeh. Oui, alors ce discours a été évidemment écouté, mais ce n'est pas vraiment une surprise pour les Iraniens. On s'attendait tous ici à ce retrait des États-Unis. Aujourd'hui, j'étais au bazar de Téhéran et les Iraniens me disaient finalement il faut que Donald Trump sorte de cet accord parce que même ces menaces qu'il fait peser contre l'Iran depuis 4 mois, c'est insoutenable sur notre économie. Et je peux vous dire que depuis 4 mois, effectivement, les affaires, notamment du côté des sociétés européennes, sont complètement atones. C'est l'attentisme. On attendait cette décision. Finalement, ce n'est pas vraiment une surprise. Et même du côté des sociétés européennes, là je reçois des réactions, ces sociétés qui sont, ces expatriés qui sont un petit peu catastrophés par cette annonce. En tous les cas, Hassan Rouhani, il a dit tout de suite que les Iraniens avaient respecté leurs engagements et qu'en fait, il ne fallait pas négocier avec les États-Unis. C'est exactement la critique que les conservateurs lui avaient fait lorsqu'il avait signé cet accord il y a près de 3 ans, que les États-Unis n'étaient pas dignes de confiance. Et Hassan Rouhani laisse sous-entendre que c'était un petit peu une chance historique pour que les États-Unis et l'Iran négocient sur ce point.
Et Rouhani qui laisse entendre également ce soir que l'Iran pourrait reprendre l'enrichissement d'uranium, décision qu'il suspend à quelques semaines maintenant, évidemment du côté d'Israël. Le son de cloche est tout différent. Bonsoir Stéphane Amar, vous êtes à Jérusalem ce soir pour BFM TV. Stéphane, Benyamin Netanyahou lui parle d'une décision historique. Oui, absolument. Il n'a pas caché sa joie. Benyamin Netanyahou, ce soir, il a salué quelques minutes seulement après la déclaration du président américain. Cette décision, cela faisait des mois que Benyamin Netanyahou mettait la pression sur Washington pour que les États-Unis sortent de cet accord, un accord jugé catastrophique depuis le début, depuis 2015. On s'en souvient, Benyamin Netanyahou et Barack Obama avaient eu des mots très durs les uns envers l'autre. Et bien cette fois-ci, bien pour Israël, c'est un retournement de situation puisque Donald Trump est beaucoup plus sensible aux arguments israéliens. On l'a entendu à l'instant dans sa déclaration, il a cité Israël, des renseignements fournis par Israël qui selon lui prouveraient que l'Iran cherche à se doter de l'arme atomique. C'est donc une véritable satisfaction ce soir en Israël et en même temps une véritable montée de tension avec un appel de l'armée à préparer les abris dans le nord avec un déploiement de batteries anti-aériennes. Et on vient de l'apprendre il y a quelques minutes selon la presse israélienne, Israël, l'aviation israélienne aurait frappé ce soir une position iranienne, une position proche de l'Iran dans la banlieue de Damas, une base militaire qui serait, selon les médias israéliens, toujours en feu à l'instant où je vous parle. Merci beaucoup Stéphane Amar, Jérusalem pour BFM TV. Bonsoir Anthony Bélanger, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir François Durper, bonsoir Ulysse Gosset. La décision, on la sentait venir, François Durper, elle était annoncée. En revanche, la sémantique, il est allé très fort, Donald Oui, Trump. on savait ce qui allait se passer, mais on ne savait pas la manière, on ne la connaissait pas. On pensait peut-être même avoir l'idée de sanctions différées, de sanctions partielles, et on se disait peut-être que ça va être un Trump mi-chèvre, mi-chou, qui va ménager à la fois ses alliés européens et ses électeurs. Et non, Trump, c'est Trump. Et à chaque fois, on est toujours étonné. Mais c'est ça. Et donc, non, il parle à son électorat, il désigne, il remanichéise la diplomatie américaine, c'est-à-dire qu'il va chercher un ennemi, qui est un ennemi traditionnel depuis 1979. Il a d'ailleurs fait de l'histoire. Il a dit, vous vous rappelez, ce pays qui a tué des Américains, qui a pris en otage des diplomates américains, ce pays, c'est l'Iran, c'est l'ennemi dans la région. Et Barack Obama, qui était lui un président un peu de parenthèse dans cette histoire américaine, un président européen qui pensait qu'il fallait ménager les sunnites, les chiites, créer un équilibre des puissances. Donald Trump, il parle à une Amérique qui comprend ce discours. Et il y a des alliés très très clairs, l'Arabie Saoudite, Israël, et puis il y a un ennemi, c'est l'Iran. C'est l'allié, enfin c'est le président des alliances simples. Effectivement, les monarchies sunnites, c'est du côté des États-Unis. L'Arabie Saoudite, c'est du côté des États-Unis. Israël, c'est du côté des États-Unis. Et d'ailleurs, si on peut rabibocher l'Arabie Saoudite, ou du moins faire en sorte que l'Arabie Saoudite se rapproche d'Israël, c'est encore mieux. Et l'ennemi, c'est l'Iran. La seule chose, c'est qu'au fond, il a pris aujourd'hui une décision que tout le monde attendait. Hein. On a bien essayé de se dire, ce serait peut-être plus malin s'il attendait encore un peu, parce qu'il est en train de négocier un autre deal sur le nucléaire, et que donc c'est peut-être pas malin de vendre la peau de l'ours iranien avant d'avoir tué l'autre ours, qui serait l'ours nord-coréen. Mais au fond, il a fait ce qu'il a toujours dit qu'il allait faire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, pour l'instant, rien de grave n'a été commis. C'est-à-dire qu'on ne sait pas non plus l'étendue des sanctions qu'il va prendre, et surtout, il reste encore quelques semaines pour négocier. La vraie salve de sanctions qui pourrait être levée, qui pourrait être en fait appliquée à l'Iran, c'est le 11 juillet prochain. Il reste 3 mois aux Occidentaux, aux Européens, pour s'agiter, pour négocier, et à mon avis, pour pas grand-chose. Oui, l'élément quand même, Ulysse Gosset, c'est que ce que vous avez dit tous les deux, messieurs, à chaque fois on s'y attend et à chaque fois on est surpris. Avec Donald Trump. Oui, et je dirais quand même que ce soir, la force symbolique du discours de Trump est bien là. Et on est dans un vrai tournant, avec un pari je dirais, extrêmement risqué de Trump. Soit dans 3 mois ou 4 mois, il a un rendez-vous avec Rouhani, l'Iranien, pour dire on se remet autour de la table et on négocie. Soit on va vers une escalade de tensions avec non seulement l'Iran, mais aussi avec la Russie, avec la Chine et avec les Européens. On est dans un basculement, je crois, assez important ce soir, parce que vous avez vu la réaction des Russes, nous sommes très déçus. Les Chinois, nous voulions garder l'accord. Les Européens, nous regrettons. Trump est seul, il est isolé et il nous emmène, je dirais, dans une course dont personne ne connaît le résultat. Alors, vous avez dit, avec Trump, on ne sait jamais. C'est vrai que ce soir, à 20h moins 1, même si la Maison-Blanche avait laissé savoir, laissé filtrer qu'effectivement, il allait se
retirer. Au fond, personne ne savait vraiment ce qu'allait faire Trump. Est-ce qu'il allait effectivement proposer des sanctions douces, etc. ou est-ce qu'il allait attaquer comme il l'a fait tous les pays qui pourraient s'allier avec l'Iran seront punis. Ça veut dire les Français, les Allemands, les Britanniques. Les ambassadeurs dans les différents pays européens commencent dès ce soir à mettre la pression. On est dans une spirale dont personne ne maîtrise l'issue et qui est quand même assez inquiétante. C'est très important ce que dit Ulysse parce qu'en fait, il faut bien comprendre l'humiliation des États-Unis et de l'Arabie Saoudite en ce moment. En 2015, quand l'accord a été signé, l'Iran avait des problèmes en Irak qui étaient a priori son allié. C'était, vous savez, le moment où l'État islamique était en train de prendre son envol. N'avait pas gagné la guerre en Syrie, les Russes n'étaient pas encore intervenus, n'étaient pas encore partie prenante de la guerre en Yémen, qui n'avait pas encore eu lieu. Autrement dit, il n'y avait qu'un problème qu'il fallait régler à ce moment-là, c'était le nucléaire iranien et, pour les Occidentaux, la montée en puissance de l'État islamique. 3 ans plus tard, l'Iran a tout gagné. Tout gagné au nez et à la barbe des États-Unis. Elle contrôle l'Irak, elle contrôle la Syrie, où elle vient de gagner la guerre, elle contrôle le Liban, on l'a vu avec les élections et l'augmentation du nombre de députés du Hezbollah, elle a même un pied en Yémen. Donc du point de vue américain comme du point de vue saoudien, cette omnipuissance de l'Iran, cette bataille remportée en fait d'une certaine manière de l'Iran, est insupportable. Et ils n'ont qu'un seul moyen de faire peser, de peser sur l'avenir, c'est justement cet accord nucléaire. Puisque c'est un accord économique et que l'Iran, malgré tout, a besoin d'exporter son pétrole pour pouvoir alimenter une population de 80 millions de personnes. Je rappelle toujours, c'est 80 millions de personnes qu'il faut, en plus extrêmement éduquées, qu'il faut nourrir et alimenter. Nous sommes en direct avec Jean-Bernard Cadier, correspondant BFM TV à Washington. Bonsoir Jean-Bernard. La diplomatie selon Trump, c'est donc ça. On l'a vu d'ailleurs, on en reparlera avec Kim Jong-un. Je t'attrape par le col, je te secoue très fort, je t'insulte et puis en fait, tu reviens à la table des négociations. Le propos est quand même un peu différent ce soir, mais la méthode est la même, hein. Oui, c'est assez violent et Donald Trump ce soir apparaît comme un homme en colère, mais aussi un homme incroyablement seul, parce qu'il est seul, on vient de le comprendre, vis-à-vis de ses alliés traditionnels européens et même les Chinois et les Russes qui avaient signé cet accord, mais il est même seul dans son propre pays avec sa propre administration. Il est seul à l'égard de ses propres services de renseignement, puisque ses propres services de renseignement disaient l'Iran respecte cet accord. Eh bien, Trump ne les croit pas. Il préfère croire les services de renseignement israéliens. Il est seul par rapport à son propre ministre des Affaires étrangères, Pompeo, qui lui a dit ces dernières heures, vous devez essayer de sortir en douceur de cet accord. Vous devez donner une période de grâce aux Européens pour négocier. Il ne l'a pas écouté. Il est même seul vis-à-vis de sa négociation avec la Corée, puisque ce Pompeo en question est actuellement en train de négocier la libération de 3 otages américains avec les Nord-Coréens. Ça fait plus d'une semaine que cette négociation dure et elle traîne en longueur. Et on n'est pas sûr du tout qu'il va y arriver. Et on n'est pas sûr du tout que le dictateur nord-coréen ait envie de faire des concessions à Trump dans le contexte actuel. Et il est évidemment seul par rapport à son prédécesseur, Barack Obama, qui ce soir a pris une position qu'on n'avait jamais vue. Il a longuement et précisément critiqué son prédécesseur. Obama n'avait jamais fait ça. Un très long texte où il dit les États-Unis sont ce soir dans une situation perdant-perdant. Nous aurons bientôt le choix entre avoir un Iran nucléaire ou une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Merci beaucoup Jean-Bernard Cadier. Alors il y a peut-être une très légère nuance, non pas ce que vient de dire Jean-Bernard, mais là où Trump n'est pas seul, François, c'est qu'il a l'adhésion de son électorat et qu'il a une forme de légère popularité, si je puis m'exprimer comme ça, pour simplification intellectuelle. Je vois Anthony Bélanger qui dodeline. Il a une popularité, son électorat le suit. Et c'est pas tellement étonnant parce qu'au bout de plus d'1 an, il a pour l'instant coché toutes les promesses. Ben oui. Il a d'ailleurs utilisé le mot dans son discours. Promesse. Je tiens une fois de plus une de mes promesses. Et quand il ne tient pas ses promesses, c'est parce que les juges américains, par exemple, sur l'immigration, essayent de le bloquer. Autrement, lui, quand il peut passer, il passe. Il a plus que son électorat, il a aussi une partie du Congrès, et c'est là aussi où se jouent les choses. Parce que la sortie de l'accord iranien, c'est pas la sortie de l'accord de Paris. La sortie de l'accord de Paris, il n'y a pas besoin de services après-vente. Le climat se réchauffe, eh bien, il a qu'à se réchauffer. D'ailleurs, moi, Trump, je ne pense pas qu'il se réchauffe. L'accord sur l'Iran, ce sont les sénateurs, et pas des sénateurs démocrates, des sénateurs républicains qui disent « nous, on veut quand même un plan B. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Est-ce que, du coup, l'Iran se rénucléarise ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que peut-être que les centrifugeuses ne marchent plus, mais les soldats de la Révolution, eux, ça continue. Comme on l'a dit à l'instant, la Syrie, l'Irak, le Yémen, quel plan pour contrer, pour
contenir l'expansion iranienne. Et donc ça veut dire que dans son propre camp, il y a une demande d'éclaircissement. Parce que si le discours est fort, vous aurez remarqué que le discours n'est pas très précis. Dire le plus haut niveau de sanctions, qu'est-ce que ça veut dire le plus haut niveau de sanctions? Il n'y a pas de détails sur le calendrier, sur le type de sanctions, sur la manière de faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas peur de la solitude dont parlait Jean-Bernard Cadier. Ça, c'est très très clair. Et c'est peut-être aussi les limites de la politique d'Emmanuel Macron, parce que de toute évidence, il croit au rapport de force, il fonctionne en rapport de force, Donald Trump, et sur cette affaire, comme sur le climat, eh bien, ses alliés n'ont pas pesé sur la décision. Ulysse, un mot de la solitude, entre guillemets, de Donald Trump. Il n'est quand même pas si seul que ça, parce qu'il y a un axe qui est vraiment très clair aujourd'hui. Arabie Saoudite, États-Unis, Israël. Ça fait quand même beaucoup de monde, si j'ose dire, sur le plan militaire, première puissance mondiale, beaucoup de monde sur le plan financier, et une puissance qui est l'Arabie Saoudite au Proche-Orient, qui est impliquée au Yémen, etc. Et puis Israël, qui, on l'a vu encore ce soir, a lancé un raid en Syrie. Israël qui a lancé plusieurs opérations militaires contre les bases militaires iraniennes en Syrie. Donc c'est dire que cette solitude, elle est quand même renforcée par, je dirais, un axe très fort qui s'oppose à un autre axe. Et c'est là peut-être où il y a quand même un vrai danger dans la stabilité de la région. L'autre axe, c'est évidemment la Russie, la Syrie et l'Iran. Et donc on est dans un risque de confrontation de ces deux axes qui aujourd'hui font trembler toute la région, avec chacun de son côté des alliés très déterminés, mais quand même pour nous Européens qui sommes un peu ébahis du spectacle auquel nous assistons depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, une grande inquiétude. Parce qu'on se demande si un jour ou l'autre, par exemple, la Syrie ne va pas devenir le lieu de l'affrontement réel, c'est-à-dire une vraie guerre entre l'Iran et Israël. Moi, je dirais qu'on est presque trop subtil avec Donald Trump. En fait, il suffit simplement de comprendre qu'il y a ses échéances. En novembre, il a des élections. Il a gagné en popularité tout simplement parce qu'il a fait baisser les impôts aux États-Unis. Et aussi parce qu'il a réduit le chômage à moins de 4%, c'est-à-dire le plein emploi. Donc voilà, il a non seulement... l'étranger, au fond, lui sert un peu de guirlande. Ça lui sert à montrer que c'est un tough guy, c'est-à-dire c'est un type puissant et fort à l'étranger. Le reste, je pense qu'il s'en fiche complètement. Ou alors, s'il a un calcul, c'est que le maillon faible dans l'affaire, c'est plus l'Iran que la Russie. L'Iran, pourquoi? Encore une fois, il ne faut jamais oublier que l'Iran est une société extrêmement raffinée, extrêmement sophistiquée, de 80 millions de personnes avec une énorme classe moyenne, et que cette société aspire, qui est très moderne, et surtout qui a moins de 25 ans dans sa moyenne d'âge. L'âge médian de l'Iran, c'est 25 ans. Ça signifie qu'en fait, vous avez la moitié de la population qui a moins de 25 ans, et la moitié qui a plus de 25 ans. Ça change tout. Ça veut dire que c'est une population qui aspire à la modernité, qui aspire à vivre normalement. Or, l'Iran, ce ne sont pas les pistaches iraniennes qui vont financer le train de vie des Iraniens. C'est bien le pétrole qui est en jeu, le pétrole et le gaz. Et qu'a-t-on vu? Il a suffi que le pétrole ne soit plus, qu'il y ait des menaces sur les livraisons de pétrole iranien pour que le baril de pétrole remonte à $70. Ce qui arrange qui dans l'affaire? Certainement pas les Iraniens qui ne peuvent plus le vendre, mais par contre les Saoudiens, par contre les Américains, et notamment avec le gaz, et toutes les monarchies sunnites. Autrement dit, tout le monde y trouve un intérêt. Ulysse, ce qui sert aussi Trump dans cette affaire, c'est que Rouhani est affaibli. Rouhani, à qui les conservateurs, ce qu'on appelle les durs, j'ai beaucoup entendu et lu ça ces dernières heures, ont dit pendant très longtemps, ne discutez pas avec les États-Unis, ils ne sont pas capables de discuter avec l'Iran. Aujourd'hui, il reprend à son compte ces mots contre lesquels il s'est lui-même battu. C'est vrai, ça fait plusieurs mois que Rouhani, le président, est attaqué de façon très brutale, très violente par les ultras du régime. C'est vrai qu'il y a une lutte de pouvoir qui se poursuit à l'intérieur du pays, mais ce qui a poussé finalement l'Iran, et donc le guide suprême à accepter le deal iranien, c'est que l'Iran est dans une situation économique catastrophique. Et les classes moyennes dont on vient de parler, la jeunesse iranienne, étouffaient. Et on a vu des manifestations qui étaient d'ailleurs durement réprimées. À l'époque, même Donald Trump a fait des tweets malheureux pour encourager les manifestants. C'était très dangereux et finalement, ça n'a pas eu de conséquences. Mais on voit bien qu'en Iran, il y avait une telle pression économique que le guide suprême a été obligé de négocier et de réduire au silence, au moins provisoirement, les gardiens de la révolution. Aujourd'hui, la situation est complètement, je dirais, inversée. Et on va assister peut-être, si les sanctions sont de nouveau effectives, on verra ça au cours de l'été ou au mois de novembre prochain, alors nouveau durcissement du régime, nouvelles manifestations et risque d'embrasement de l'Iran à l'intérieur. Donc on voit qu'il y a à la fois
une situation géopolitique très sensible et un contexte intérieur. Mais c'est là-dessus que mise Trump, d'ailleurs. Exactement. Trump a certainement, dans son tréfonds, l'envie de voir le régime basculer. Et pourquoi le dit-il avec autant de fermeté? Il s'adresse au peuple iranien ce soir. Hein. Oui, mais ce soir, pourquoi est-il aussi dur, aussi ferme dans ses propos? Il a 2 nouveaux conseillers autour de lui. Il a Mike Pompeo, l'ancien patron de la CIA, qui est arrivé comme secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Et puis, il y a John Bolton, le chef du Conseil national de sécurité. Donc, 2 faucons, on le dit à chaque fois, mais il faut le redire, qui sont là et qui murmurent tous les jours à l'oreille de Trump. Visiblement, il les a entendus. Avec la différence par rapport aux néoconservateurs, qu'eux ne veulent pas mettre des hommes de troupes sur le terrain, mais par contre parient sur un changement de régime. C'est ce qu'a dit Bolton. Vous avez tout à fait raison. Bolton a expliqué qu'il ne rêve que d'un changement de régime en Iran, de s'appuyer éventuellement sur une opposition à l'extérieur, ce qui n'est pas d'ailleurs une très très bonne idée, mais enfin, il parie sur une montée des tensions intérieures, sur cette jeunesse et ces classes moyennes iraniennes qui en ont assez notamment, parce qu'il faut savoir aussi qu'à l'intérieur de l'Iran, la guerre en Syrie n'est pas populaire. Mais il a quand même un discours à géométrie variable parce qu'il parle effectivement là pour le coup de droits de l'homme, de liberté au peuple iranien. Il n'en parle pas évidemment quand il va en Arabie Saoudite, il en parle aux Cubains, il n'en parle pas. Donc c'est un discours évidemment qui s'adresse à une partie seulement, à une part seulement des régimes. On vient d'évoquer Cuba. Pour John Bolton, pour les conseillers de Trump, aujourd'hui, on veut faire avec l'Iran ce qu'on a fait avec Cuba, ce qui d'ailleurs n'a pas marché, un blocus. C'est-à-dire fermer les frontières économiques du pays pour asphyxier le régime et l'obliger à céder. Qu'est-ce que vous voulez faire avec l'Iran? On veut faire comme avec Cuba. C'est ce que disent des conseillers de Trump en off à des diplomates français à Washington. Donc on est dans cette logique-là d'asphyxie et on voit que le discours de Trump finalement a une certaine cohérence dans cette logique, je dirais, ultra. Et que merci, ça n'a pas messieurs. fonctionné. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous ce soir dans Grand Angle. Nous allons revenir sur cette décision de Donald Trump ce soir. Dans quelques instants avant ça, je voudrais revenir sur la disparition de Morane. Elle avait 57 ans. La Belge avait été adoptée par le public français depuis de très nombreuses années, de Starmania au prélude de Bach. Retour sur son parcours avec Loïc Besson. Une voix chaude, douce et puissante, sublimée sur un prélude de Bach, qui la propulse sur le devant de la scène. Après ses débuts dans une reprise de Starmania, la chanteuse se fait très vite un nom et enchaîne les tubes en solo. Une artiste également engagée, qui aimait partager son énergie positive. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Il n'y a pas de voix plus belle. Elle était, quand elle a chanté Nougaro, c'était quelque chose d'extraordinaire. Tout ce qu'elle faisait était parfait. Depuis l'annonce de son décès, c'est tout le monde de la musique qui est en deuil. Il suffisait d'entendre sa voix et on avait les poils raides sur les bras. C'est-à-dire qu'elle avait cette espèce de don extraordinaire. Moi, j'ai perdu ma petite sœur. Première à réagir, son amie Lara Fabian rend hommage à l'une de ses rares artistes, plus grande que la musique. La force de ma foi m'a fait blesser ma loi, mon insolence et mon droit. Je suis ton autre. La chanteuse préparait un nouvel album qui devait sortir à l'automne. C'est un album qui est un hommage à Brel, parce que Morane avait déjà chanté Brel à plein d'occasions. Après 2 années d'absence due à une opération des cordes vocales, Morane venait enfin de remonter sur scène samedi dernier à Bruxelles pour un dernier concert à son public. Le Festival de Cannes, 71e édition, c'est parti. La première montée des marches avait lieu ce soir. Bonsoir Candice Mahout. Vous êtes sur place, Candice, pour BFM TV. Il n'y a pas n'importe qui aujourd'hui pour cette première montée des marches. Penélope Cruz et Javier Bardem. Et on peut dire que ça claque quand même, hein. On peut se le dire effectivement. Ils étaient venus présenter le film d'Asghar Farhadi, Everybody Knows. Et c'est un couple, donc à la ville comme à l'écran. Et c'est la première fois qu'ils montaient les marches ensemble pour un même film en compétition. Alors attention, hein, qu'on n'en prenne pas l'habitude. Ils ne veulent pas devenir un couple marque. C'est ce qu'ils ont fait savoir. Et d'ailleurs, ils étaient chacun d'un côté de leur réalisateur pour bien voilà, être séparés, ne pas poser trop en tant que couple ce soir. Alors c'est le premier film en compétition. Il y en aura 20 autres. Et c'est Cate Blanchett, la présidente du
du jury et tout son jury qui auront la lourde tâche de les départager. C'était pour eux aussi leur première montée des marches. Cate Blanchett, port de Rennes, élégance naturelle de présidente avec donc les Français Robert Guédiguian, Léa Seydoux. Et puis ensuite, elle a ouvert ce 71e festival aux côtés de Martin Scorsese, le réalisateur qui lui a valu un Oscar pour Aviator. Alors pour autant, pas un mot sur le harcèlement à Hollywood en cette ère post-Weinstein. Non, parce que Cate Blanchett, on l'a bien senti aujourd'hui, elle n'avait pas envie de se laisser enfermer. Elle n'a pas envie non plus de servir d'étendard au féminisme pendant toute cette quinzaine, même si tout de même, elle a tenu à remettre un peu les choses en place lors de la conférence de presse en début d'après-midi. Est-ce que j'ai envie de voir plus de femmes en compétition à Cannes? Évidemment. Est-ce que j'estime que ça va être le cas dans les prochaines années? Je l'espère bien. Mais on va se contenter de ce qu'on a. Je ne vais pas juger les films par leur nationalité, que ce soit celui d'un réalisateur iranien ou chilien ou coréen, celui d'une femme ou celui d'un transgenre. On va faire au mieux, on va faire notre travail. Et en tant que membre d'industrie du cinéma, une fois que le festival sera terminé, on continuera à faire bouger les choses. Demain, c'est donc la suite de la compétition avec Yomedine, un road movie égyptien qui pourrait bien être un des chocs de ce festival. Et puis un film russe, L'été, de Kirill Serebrennikov. Il sera question d'une icône du russe, une icône rock du russe. Non, une icône rock russe. Bon, vous m'aurez compris en gros, et je pense que ça pouvait vous plaire, Jean-Baptiste. Merci beaucoup Candice. On a compris, il y a du russe, il y a du rock, il y a une icône. Merci Candice Maout avec Philippe Vigneault et Kevin Guazou depuis la Croisette ce soir pour BFM TV. On va retrouver évidemment tout au long de cette quinzaine cannoise. Allez, reste avec nous dans un instant, c'est la suite de Grand Angle. Nous referons un point sur cette décision très forte ce soir de Donald Trump de dénoncer l'accord nucléaire iranien. Retrouvez votre programme avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre tablette. Dis papa, on conduit comment dans le futur? Renault Scénic, la technologie au quotidien. Découvrez Renault Scénic et ses nouvelles motorisations essence à partir de 229 € par mois avec 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Interruption spéciale. Avec le contrat multirisque MMA, même prêter, le matériel est assuré. Ludivine, c'est incroyable, tout va bien. Envoyez la pub. Chez arthurimo.com, 100% des agents immobiliers sont aussi experts immobiliers agréés. Acheter, vendre, louer, expertiser. Faites confiance à notre double compétence. Votre bien mérite notre expertise. arthurimo.com, le réseau national immobilier 100% expert. Les entretiens confession sans concession d'Elie Chouraki, c'est Elie sans interdit, chaque dimanche à 20h sur i24 News. i24 News, voir plus loin. And you? What would you do for love? Miss Dior, la nouvelle eau de parfum Dior. Avec Zoé, roulez en liberté. Libre de vivre les sensations de la conduite électrique, de goûter à des expériences inédites. Libre de pouvoir recharger simplement, chez vous ou ailleurs. Libre d'écouter la mer, la route ou juste le silence. Renault Zoé, la meilleure autonomie de sa catégorie. Renault Zoé, à partir de 129 € par mois, prix et son installation incluse. Accéder par la mer
au trésor de la Terre. Ponant. Au fil des années, j'ai toujours cherché à révolutionner la technologie des aspirateurs. Maintenant, avec ce puissant moteur numérique, une nouvelle ère commence. Dyson a réinventé l'aspirateur sans fil. Ce n'est certainement pas un appareil d'appoint. Le Dyson Cyclone V10 devient maintenant votre aspirateur principal pour nettoyer en profondeur dans toute la maison. Tellement puissant que nous avons arrêté de développer des aspirateurs avec fil. Il est bientôt 23 h. Tout le plaisir d'un espresso unique avec le robot café DeLonghi qui vous garantira un café fraîchement moulu. Du grain à la tasse, savourez le meilleur de l'espresso avec DeLonghi. Retrouvez votre programme avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels. Il est 23 h et vous regardez Grand Angle. Soyez les bienvenus. Voici le programme de votre émission. Ce soir, Donald Trump dénonce l'accord sur le nucléaire iranien. Le président américain affirme que Téhéran ne respecte pas le texte. Il annonce la reprise de sanctions économiques au plus haut niveau. Israël salue une décision historique. L'Iran menace de son côté de reprendre l'enrichissement d'uranium. Dans un communiqué commun, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne regrettent la décision américaine. Nous allons reparler évidemment ce soir avec nos invités. Il avait promis à ses électeurs, il a donc tenu sa parole. Donald Trump dénonce ce soir l'accord sur le nucléaire iranien. Les États-Unis quittent ce texte signé il y a 2 ans et demi par 7 pays, dont Téhéran. Loïc Besson. Comme à son habitude, Donald Trump met en scène la signature du décret dans lequel il rétablit les sanctions contre l'Iran. Nous allons mettre en place le plus haut niveau de sanctions économiques et toute nation qui aiderait l'Iran dans ses recherches pour l'arme nucléaire pourrait aussi subir ces sanctions. Ces sanctions avaient été levées en 2015 en contrepartie de l'engagement pris par l'Iran de ne pas se doter de l'arme nucléaire. Le président américain a décidé de se retirer de l'accord. C'était un accord horrible et déséquilibré qui n'aurait jamais dû exister. Ça n'a pas apporté le calme, ni la paix, et ça ne l'apportera jamais. Donald Trump assure avoir la preuve que le régime iranien ment sur ses activités nucléaires. La semaine dernière, les renseignements israéliens ont publié des documents montrant que le régime iranien continuait ses recherches sur l'arme nucléaire. Pourtant, toutes les inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique montrent le contraire. Cet accord désastreux donnait à ce régime, et c'est un régime de terreur, des milliards de dollars, une partie en cash. En ligne de mire du président américain, l'enrichissement en uranium autorisé par Téhéran, bien que très limité et destiné uniquement au nucléaire civil. Cet accord autorisait l'Iran à continuer à s'enrichir en uranium et à terme à provoquer un éclatement nucléaire. Depuis son élection à la Maison-Blanche, le président américain n'a cessé de réitérer sa promesse de campagne, sortir de cet accord que son prédécesseur et les Occidentaux avaient mis près de 2 ans à négocier. Anthony Bélanger est avec nous. Bonsoir Anthony. Oh. Bonsoir David Rigoulet-Rose, bienvenue. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique. Bonsoir Nicole Bacharan, bienvenue. Vous êtes politologue spécialiste des États-Unis. Bon, c'était pas vraiment une surprise, Nicole Bacharan, ce soir, l'annonce de Trump. Ce qui est peut-être une surprise, c'est la façon dont il l'annonce. Oui, c'est-à-dire c'est vraiment radical. Il l'avait dit, et notamment il l'avait dit quand Emmanuel Macron était à Washington, il voulait sortir de cet accord. Il pouvait en sortir un peu, il pouvait en sortir un petit peu tout de suite et un petit peu plus tard. Il pouvait doser les sanctions. Là, c'est maximum. Il sort totalement et il met les sanctions maximales. Le seul élément de surprise, il est là. Et après ça, on n'a plus que des questions.
finalement. Est-ce que les Iraniens respectent l'accord? Donald Trump dit ni oui ni non, puisqu'il dit à un moment que l'accord est mauvais en soi, mais en plus les Iraniens cherchent toujours à avoir de l'arme nucléaire. Là, il faut qu'il nous explique, parce que ses propres patrons du contre-espionnage américain disent que ça n'est pas le cas, que l'Iran respecte l'accord. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et ce moment, Tony Bélanger, où finalement Donald Trump fait valoir les renseignements israéliens plus que les renseignements américains. Oui. Mais tout avait été monté comme un show. Vous savez, il y a 2 semaines, Netanyahou était intervenu à la télévision avec des images qui font poète-poète, juste pour expliquer que justement l'Iran, ce que je veux dire par là, que c'est monté comme un show, que l'Iran ne respectait pas l'accord nucléaire, que l'Iran mentait. Vous savez, c'était le thème même du show de Netanyahou. Et puis ensuite, après, vous avez en deuxième temps d'intervention Donald Trump qui lui aussi fait son show. L'idée, grosso modo, c'est qu'on est dans un agenda qui est très particulier pour Donald Trump. Vous avez dans 6 mois des élections qui sont extrêmement importantes pour lui, qui sont des élections de mi-mandat. Comme tout président, il compte bien les gagner. D'autant qu'en plus, il est plutôt populaire en ce moment aux États-Unis sur des choses d'affaires intérieures. Les Américains viennent de renvoyer leurs impôts sur le revenu, qui ont beaucoup baissé. Les Américains ne cessent d'avoir les chiffres du chômage qui sont autour de 4%. On rêverait en France, ça veut dire plein emploi. Donc ils se disent, voilà un président qui fait ce qu'il dit à l'intérieur. À l'international, la seule chose qu'ils attendent, c'est d'avoir un président un petit peu net et clair, et qui ne leur explique pas des choses compliquées, mais qui leur explique quels sont leurs alliés. Donald Trump, c'est clair pour le coup, c'est pas compliqué, c'est le président des alliances simples. Notre alliance simple, c'est l'Arabie Saoudite, l'Iran, et notre ennemi simple, l'Arabie Saoudite, Israël, et notre ennemi simple, c'est l'Iran. David Rigoulet-Rose, alors on en a déjà parlé tout à l'heure dans cette émission, notamment avec Anthony Bélanger. Il met Rouhani dans une situation un peu impossible, qui se retrouve bloqué entre une jeunesse qui a des aspirations et qui a besoin d'argent pour les vivre, et les ultras, les durs du régime, qui disent à Rouhani depuis des années, arrêtez de discuter avec les États-Unis, et qui ce soir, lui disent, on vous avait prévenu. Et je m'étouffe. Oui. C'est vrai qu'on a souligné qu'il y avait une convergence objective entre les conservateurs iraniens et puis la position de Donald Trump. Alors, les choses sont quand même plus complexes, même si en apparence, il y a un peu de ça, parce que le président Rouhani, effectivement, est en grande difficulté. Il est d'autant plus en difficulté qu'il avait mis tout son poids dans la balance au moment de la signature de l'accord et qu'il avait soulevé d'énormes attentes pour le moins limitées en termes de résultats du point de vue de la population qui aujourd'hui vit une crise de plus en plus marquée. D'ailleurs, il y a eu la monnaie qui s'est effondrée. Ouais. Le paradoxe de cette situation, c'est que la monnaie de l'ennemi déclaré qui, pour les Iraniens, à savoir les États-Unis, elle a été adoptée, c'est-à-dire que le rial a été adossé au dollar. Il y a une dollarisation aujourd'hui de l'économie iranienne, ce qui est proprement stupéfiant au regard de la situation géopolitique. Mais tout est en contradiction quand on parle de l'Iran. L'Iran, c'est un pays dont il ne faut jamais oublier le poids démographique. C'est 80 millions d'habitants dans la région, c'est énorme. C'est le pays le plus peuplé de la région. C'est aussi le pays le plus sophistiqué. On parle discuté tout à l'heure, c'est la classe moyenne la plus développée, la plus profonde, la plus capillarisée, celle qui irrigue l'ensemble du pays. Et donc, ces aspirations normales, légitimes des Iraniens à vivre normalement, eux qui sont si éduqués, eux qui sont si brillants d'une manière générale, on le voit au travers du cinéma iranien par exemple, eh bien, ces aspirations-là ne peuvent pas être servies par un pays qui n'a en fond qu'une chose à vendre, et en dollars, c'est du pétrole, certainement pas les pistaches, vous imaginez bien. Donc le pétrole et les sanctions américaines ne visent que cela, et uniquement que cela, le pétrole iranien, couper les vivres, et donc pas affamer la population, mais enfin la mécontenter. Je ne sais pas si ma voix est revenue, en tout cas je vais rassurer mes proches, je suis encore là. Juste une question, pardon, mais pour la simplification intellectuelle, David Rigoulet-Rose, mais Rouhani, il n'a pas vu venir ces choses-là avec Trump, avec ses alliés européens de circonstance sur cet accord qui, ce soir, sont bien embarrassés aussi. Ils n'ont eu aucun moyen de contourner ça. C'est très difficile parce que le système iranien est quand même très verrouillé. Le président de la République a peu de pouvoir. En dernière instance, c'est le guide de la révolution qui décide de toute façon, surtout sur des sujets souverains comme celui du nucléaire et des réformes économiques avec une latitude quand même très, très, très cadrée. Et on a vu d'ailleurs les tensions qui affleuraient parce que dernièrement, à propos de Telegram, le président Rouhani, la fermeture de la décision de justice justement, le gouvernement s'est désolidarisé de la décision du juge religieux qui avait interdit l'usage de Telegram. Qui est messagerie cryptée. Messagerie cryptée qui avait été mobilisée d'ailleurs au moment des manifestations fin décembre, début janvier. Nicole Bachand. Je trouve que la question fondamentale qui se pose à nous ce soir et pas qu'à nous, c'est quand même l'avenir de la planète, l'avenir nucléaire de la planète et l'ordre mondial. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Est-ce qu'on est mieux avec l'accord ou sans l'accord? Pas seulement demain,
on peut penser que demain, on aurait été mieux de garder cet accord, ou mettons dans 10 ans. C'est vrai que les reproches que Donald Trump fait à l'accord, au fond, il n'est pas le seul à les faire. On a entendu Emmanuel Macron et d'autres les reprendre. Le fait que c'était temporaire, que pendant ce temps-là, l'Iran accumulait quand même du matériel, du savoir-faire, qu'il était entièrement libre sur son programme balistique. Et on a vu en Corée notamment que le programme balistique, c'est quand même parfois encore plus important et difficile que l'accès même à l'arme nucléaire. Donc les reproches sont assez fondés. Il casse l'accord. Il casse quand même pas mal l'Alliance Atlantique. Elle n'est peut-être pas cassée définitivement, mais enfin, elle va mal. Il est seul au monde. Et puis, il y a les alliés qui, eux, n'ont pas de poids. Parce que les Européens peuvent dire aux Iraniens, mais on garde l'accord, nous. Et alors, on peut pas, du coup, voilà, ils n'ont pas les moyens financiers de soutenir l'Iran. Les entreprises européennes ne vont pas aller risquer des millions ou des milliards même d'investissements en Iran, alors que Donald Trump a dit les pays qui aideraient l'Iran à avoir accès à l'arme nucléaire seront sanctionnés. Ça veut dire quoi, aider. On a vu dès ce soir les ambassadeurs américains, c'est le cas en Allemagne, dire aux entreprises allemandes, vous avez intérêt à arrêter tout de suite de commercer avec l'Iran. Parce que aider c'est tout. Dès qu'il y a des circulations d'argent, c'est tout. Comment vont réagir les Russes, comment vont réagir les Chinois. Ça ne veut pas dire que c'est un accord merveilleux, parfait, qui nous mettait à l'abri de tout, pas du tout. C'est vrai que l'Iran est une puissance nuisible, dangereuse, et qui menace ses voisins de manière directe. Mais on ne voit pas du tout quelle est la prochaine étape pour Trump. Est-ce que c'est des négociations dont personne ne veut, pour l'instant il n'a pas de partenaire, ou est-ce que c'est des menaces militaires? Le problème qui va se poser, en fait, c'est qu'on risque de toute façon d'être mis en jeu très rapidement. Je veux dire l'Occident. Les Américains qui ne veulent pas mettre de soldats sur le terrain, ne veulent plus de guerre dans la région, et les Européens qui, de toute façon, dépendent entièrement des États-Unis lorsqu'il s'agit d'investir, puisque le simple fait d'investir en dollars, enfin je veux dire, de faire des transactions en dollars, suffirait à relever des sanctions américaines. Vous imaginez ce que ça peut donner? La dernière fois qu'une banque française a fait ça, c'était la BNP, ça lui a coûté 9 milliards de dollars d'amende. Donc on n'y reviendra pas. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est aussi l'humiliation de l'Occident, et notamment des États-Unis et de l'Arabie Saoudite dans la région. L'humiliation, pourquoi? En 2015, quand l'accord a été signé, encore une fois, l'Iran était une puissance montante, mais au fond, on n'avait pas forcément gagné entièrement la partie. Ni en Syrie, les Russes n'étaient pas encore intervenus, ni au Yémen, il n'y avait pas encore la guerre, ni même en Irak, où c'était le moment du meilleur, enfin en tout cas de la montée en puissance de l'État islamique. 3 ans plus tard, l'Iran a tout gagné, absolument tout gagné. Et ce que dit Donald Trump, ce qui n'est pas totalement stupide non plus, c'est qu'on ne va pas en plus leur donner les moyens de financer cette hégémonie régionale qui en plus dérange nos propres alliés. Les alliés indéfectibles que sont l'Arabie Saoudite, qui se félicite évidemment ce soir de cette décision. Voilà. Ou Israël. Et en plus, il se trouve que le rapprochement de l'Arabie Saoudite d'Israël permet peut-être de régler un autre problème qui est en tout cas de forcer une espèce d'accord entre Israéliens et Palestiniens. Je vais très loin dans l'interprétation du Trumpisme. Je vous dis ce qui se passe. Donc il y a quelquefois effectivement dans l'ordre diplomatique si ennuyeux qu'on a l'habitude de décrire et qu'on connaît tous très bien. Moi je peux vous faire des heures sur les façons dont je sais bien que vous êtes capable de le faire, Anthony Boulanger. Il faudrait se comporter pour être un bien pensant diplomatiquement. Quelquefois il faut être un petit peu disruptif. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait préconisé Emmanuel Macron. Il avait dit on a besoin d'un accord plus général, c'est-à-dire qu'il ne soit pas contraint uniquement sur le nucléaire iranien, mais qui embarque aussi tout le rôle de l'Iran dans la région. Dans quelle mesure, David Rigolero, c'est un retour en arrière pour l'Iran d'un certain nombre d'années là ce soir, enfin dans les semaines qui viennent, si cet accord est vraiment dénoncé, les sanctions appliquées? D'une certaine manière, ce sera encore plus qu'un retour en arrière, parce que quand on écoute la déclaration de Donald Trump, il évoque un renforcement des sanctions qui serait encore plus marqué qu'avec la loi d'Amato, qui est donc de 96, qui était déjà la mise en place de sanctions unilatérales extrêmement fortes, qui avec un montant maximal de 30 millions de dollars pour toute affaire commerciale, etc. Et donc, semble-t-il, il veut aller plus loin. Alors là, on peut voir la patte, si j'ose dire, du conseiller à la sécurité nationale John Bolton et de Mike Pompeo. Il semblerait quand même qu'il y ait derrière tout ça une logique quand même de changement de régime. Et c'est ça le problème qui est sous-jacent, parce qu'on rentre dans quelque chose d'extrêmement dangereux. Et probablement ça a été alimenté à tort ou à raison par les émeutes qui ont eu lieu, donc que j'évoquais tout à l'heure, et qui les conforte dans cette grille de lecture en disant en renforçant les sanctions, c'est la stratégie du boa constrictor. On va pousser à bout le pays et potentiellement il y aura un régime change.
c'est quand même un pari très audacieux et très dangereux si c'est le calcul qui est fait. D'autant qu'en plus, les Américains ont déjà fait ce genre de calcul, ce qu'on appelle du nation building. Mais pour le coup, c'était dans les années 90 ou 2000 en mettant des hommes sur le terrain. L'idée, effectivement, c'est derrière, en tout cas, Bolton, qui l'explique très simplement, c'est de changer le régime iranien. Et pour le changer, il faut le ruiner. Il faut opérer autour de lui un véritable embargo. En plus, ça fonctionnerait d'autant mieux, disent-ils, que l'Iran n'a qu'une seule chose à vendre, qui est encore une fois son pétrole et son gaz. Alors justement, ça peut faire l'objet d'un embargo international. Nicole Bachar, on ne cesse de dire que Donald Trump a une chose en tête, sa réélection, et parler à son propre électorat. Il a d'ailleurs annoncé il y a quelques semaines, je vais dire là prochainement que je me représente déjà. Quel intérêt a-t-il à renverser un régime si loin de lui alors qu'il vient de le contraindre à tout point de vue et que cette décision, rien que cette décision, a déjà des impacts très très forts? On peut craindre qu'il ne pense pas si loin que ça. Je me demande s'il pense à la prochaine étape. Ça ne veut pas dire que le jour venu, il n'y pensera pas. Mais ça fait quand même très longtemps qu'il a promis qu'il allait déchirer cet accord infâme, signé par Obama. Et là, il peut dire à son électorat, je l'ai fait. Il n'a pas fait quelque chose de nuancé, on va sortir progressivement, on remettra des sanctions à terme. Non, je casse, voilà, c'est fait, c'est dit. Donc c'est un intérêt électoral immédiat. Changer le régime, ça peut prendre du temps, Dieu sait s'il sera encore au pouvoir. Ça ne l'intéresse pas forcément de manière immédiate, au contraire de John Bolton, son conseiller que vous citiez. Je faisais là, en vous écoutant, je me disais, imaginons-nous l'Europe des années 30, pour partir sur un sujet gai. Il y avait un régime dangereux, je ne dis pas que ce soit la même chose, j'essaie juste de réfléchir. Il y avait un régime dangereux qu'on aurait mieux fait de frapper, disons-le tout simplement, un peu plus tôt. Et finalement, il a fallu faire cette guerre pour être libéré du nazisme. Simplement, si Donald Trump est celui qui se dit il vaut mieux frapper l'Iran plus tôt, avant qu'il ait l'arme nucléaire, l'embêtant pour nous, j'ai envie de dire, c'est que Trump, c'est pas ni Roosevelt, ni Churchill. Peut-être qu'il voit juste sur un point, mais s'il y a des actions très dures à mener, je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment lui faire confiance pour le faire bien. Je pense que c'est pas lui qui tapera sur l'Iran. Je pense que c'est le rôle qu'il assignera probablement à M. Netanyahou ou au nouveau, au nouveau prince héritier saoudien. C'est eux qui, a priori, il a déjà dit lui qu'il retirait ses hommes de Syrie et qu'il n'avait aucun intérêt à faire la guerre ailleurs. Le faire sans l'appui au moins logistique américain. Non mais ça clairement, les États-Unis restent quand même, il faut bien le dire aussi, parce qu'on se demande, les États-Unis restent d'une manière écrasante la première économie et la première puissance mondiale. Écrasante. C'est quand même 10 fois l'économie russe, l'économie américaine, voire 12 fois. C'est quand même, une fois et demie pour l'instant encore l'économie chinoise. Oui, parce qui explique l'impact de ce dont nous discutons ce soir, cette décision unilatérale de Donald Trump et les conséquences que ça a pour l'Iran. Nouvelle question simple, David Régoulet-Rose, c'est ma grande spécialité. Peut-on craindre une escalade militaire? Pas de confrontation directe entre les États-Unis et l'Iran, par exemple, mais un théâtre proche qui peut être la Syrie et qui serait un théâtre dans lequel ces nations se livreraient un affrontement. Il y a incontestablement des bruits de bottes en ce moment. Oui, la tension monte et j'en veux pour preuve certaines déclarations qui ont été faites notamment par James Mattis, secrétaire à la Défense, dans une audition au Sénat, qui évoquait la probabilité accrue d'un affrontement quasi direct entre Israéliens et Iraniens. Alors pas avec le pays qui s'appelle l'Iran, mais avec les bases iraniennes et les affidés iraniens qui sont massivement installés à sa frontière, et ce qui constitue une ligne rouge pour le gouvernement israélien et alors pour le coup pour tous les Israéliens, toutes tendances politiques confondues. Je mets de côté le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Il y a la perception d'une menace qui s'est rapprochée extrêmement dangereusement et qui, effectivement, il y a une déclaration de Netanyahou hier qui disait qu'il vaudrait probablement mieux qu'il y ait une guerre maintenant que plus tard, parce que ce sera encore plus compliqué plus tard. Il n'est pas question, et ça c'est clair pour les Israéliens, de laisser s'installer à leurs frontières, et notamment en Syrie, des bases iraniennes qui pourraient les menacer. Et puis deuxièmement, la Syrie... Ils ont frappé ce soir en Syrie. Oui, en plus. Israël. Et puis il ne faut pas non plus oublier que la Syrie, quand même, c'est aussi une humiliation pour les monarchies sunnites. La Syrie, c'est 72% de sunnites. Les 3/4 de la population, les 4/5, voire même de la population, sont sunnites. Le reste, ce sont des chrétiens, des alaouites, enfin des minorités. Donc voilà un pays globalement sunnite, qui est
est entre les mains des chiites iraniens et du régime iranien, et qui en plus permet à l'Iran d'atteindre la Méditerranée par le Liban. C'est pour l'Arabie Saoudite, qui a mis des milliards de dollars à essayer d'armer des milices ou des oppositions sur place, c'est une humiliation extrêmement importante. Donc il n'en est pas question, ni pour les Saoudiens, ni pour les Israéliens. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir en direct dans Grand Angle pour commenter cette décision donc de Donald Trump. Sans transition aucune, nous allons foncer en Vendée. Retrouvez Antoine Lard, envoyé spécial BFM TV aux Herbiers. Bonsoir Antoine. Le rêve a été magnifique pour l'équipe des Herbiers, club de National 1, qui s'incline ce soir 2-0 face au Paris Saint-Germain en finale de Coupe de France. Les joueurs à qui on remet des médailles au moment où on se parle, c'est la fête malgré la défaite, évidemment. Exactement, malgré la défaite, c'est la fête ici aux Herbiers. Vous voyez les supporters qui sont en train de chanter et de danser parce que la logique a été respectée. Effectivement, les Herbiers ont perdu, mais ils ont bien résisté. Et le sentiment général ici, c'est que le petit poussé a été à la hauteur de l'événement. On va demander justement ce qu'elle en a pensé à Lauriane, le supporter des Herbiers. Votre sentiment, défaite, mais la fête malgré tout. Ah oui, on est super contents parce qu'ils se sont super bien battus. Voilà, 2-0, c'est déjà pas mal contre le PSG. Voilà, on est super contents. Et bien, une immense fierté aussi chez vous. Ah oui. Le club a porté haut les couleurs de votre ville, de votre région. Ah oui, on est super fiers d'eux. Voilà, ils ont perdu. Bon, d'accord, 2-0, mais franchement, on est super fiers d'eux. On a un super gardien, on a une super défense. Il y avait une crainte aussi chez certains supporters que de prendre une valise, comme on dit, c'est-à-dire un gros score. Ça n'a pas été le cas. On y croyait jusqu'au bout. On savait qu'ils ne se prendraient pas de valise. Voilà, ils sont bons, voilà. Ils nous ont emmenés jusqu'au bout, ils nous ont fait rêver jusqu'au bout. Ils ont perdu, mais on est fiers d'eux. De toute façon, c'est les meilleurs. De toute façon, voilà, on peut rien y dire. Qu'est-ce que vous retiendrez de ces semaines complètement folles, de cette ambiance exceptionnelle qu'il y avait en ville, la fusion des supporters, l'effervescence? La joie, leur parcours, surtout parce que c'était quand même inattendu. On s'y attendait pas du tout. Surtout vu le championnat en ce moment, ça n'a pas été facile. Mais du coup, on est super fiers d'eux et voilà, on est très heureux et ça restera historique. Voilà. Et maintenant, on va faire la fête. Voilà, la fête qui continue ici, la fierté immense des habitants de cette petite ville de 16 000 habitants, désormais connue dans la France entière. Et qui vous font danser, mon cher Antoine, avec ces images signées Abdassal. On vous retrouvera tout à l'heure. Avant 3h30, on verra comment est l'ambiance. La fête, évidemment. Ça va, Jean-Louis Tour? Bonsoir. Oui, bonsoir, Jean-Baptiste. Bienvenue. Le sourire des Vendéens, on va le commenter dans un instant. On va retrouver Pierre-Yves Leroux, Pierre-Yves Leroux qui est au Stade de France. Bonsoir, Pierre-Yves. Il y a eu une ambiance assez folle au stade ce soir pour encourager les Vendéens. 20-30 000 rouges et noirs dans ces tribunes pour faire la fête avec leur équipe. Défaite 2-0 seulement face à l'ogre parisien. Oui, effectivement. Peut-être qu'en tribune, les Vendéens ont gagné. Ils ont mis une grosse ambiance, en tout cas. Ils ont participé à la fête. Ils ont soutenu leur équipe. C'est parti très vite. Il y a eu des poteaux très rapidement pour les Parisiens. On a senti que ça allait être le match à sens unique qu'on attendait. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Mais malgré tout, le score n'a pas été un score fleuve. 2 buts seulement pour les Parisiens qui viennent gagner leur 4e Coupe de France consécutive. Ce qui est une très belle série. Maintenant, du côté des Herbiers, pour les supporters, il va falloir faire le match retour, c'est-à-dire se diriger vers les Herbiers. Ils sont partis aux alentours de 6h ce matin, ils vont rentrer aux alentours de 6h demain matin, donc c'est un sacré voyage quand même. Et puis il y aura du côté sportif, l'important c'est de se sauver en championnat, puisqu'il y a un match très important contre Béziers, ça sera dès vendredi, mais ils peuvent être très fiers, les joueurs de Vendée, avec leur entraîneur Stéphane Mazala, parce qu'ils ont vraiment bien résisté ce soir face aux Parisiens qui sont en train de recevoir le trophée, les médailles, et qui effectivement sont les maîtres de la Coupe de France avec cette 4e victoire consécutive. Merci beaucoup Pierre. Pierre-Yves Leroux au Stade de France avec Julien Taureau. Et on entend Jean-Louis derrière, l'ambiance dans le Stade de France derrière Pierre-Yves. C'est une soirée de fête comme celle la Coupe de France peut les offrir. C'est une soirée où tout le monde est content. Ouais. C'est ça qui est magnifique avec cette affiche. Les Parisiens, ils sont contents. Ils gagnent une 4e Coupe de France consécutive. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de la Coupe de France, d'en gagner 4 de suite. Et puis, ils font un triplé en France. Championnat, Coupe de la Ligue, Coupe de France. C'est le 3e de leur histoire. Donc, Paris, ils sont contents. Les Herbiers, ils sont contents. On a entendu les supporters à l'instant. Ils n'ont pas pris une valise. C'est ce que tout le monde leur annonçait avant cette rencontre. Ils ont perdu que 2-0. En plus, il y a eu plein de rebondissements dans le match. Des actions des poteaux, des actions sauvées sur la ligne. Ils ont failli marquer, les Vendéens. Ils ont failli marquer à la fin.
main. Il y a eu un but refusé à Mbappé sur un hors-jeu, sur une main, alors que tout le monde pensait qu'il y avait but. Enfin, il s'est passé plein de choses. Pour les supporters des Herbiers, ils y ont cru même à 1-0, un bon moment dans le match. Donc voilà, à l'arrivée, les joueurs sont fiers d'eux, c'est ce qu'ils disaient à la fin de la rencontre. Donc tout le monde est content. Sans manquer de respect aux Vendéens, est-ce que c'est pas un peu la loose pour le Paris Saint-Germain quand même, Jean-Louis Tour? National 1, les Herbiers, malgré leur mérite, ils se battent pour ne pas descendre. Le PSG, 540 millions d'euros de budget, des superstars mondiales, 2-0. Bon, le plus important, c'est de gagner le match. Le PSG, à la limite, s'ils avaient pris les joueurs des Herbiers de haut, s'ils avaient joué en dilettante, en prenant le match par-dessus la jambe, ok, on aurait pu dire ça. Là, ils ont fait un vrai match. Du début à la fin. Après 8 minutes, il y avait déjà 2 poteaux pour le PSG. C'est pas rentré, il n'y a pas eu de réussite, mais ils ont fait le match qu'il faut. Ils ont dû faire 25-30 tirs dans le match. Donc le PSG, ils ont répondu présent. Après, ils n'ont pas choisi l'adversaire. C'est tombé sur les Herbiers. Eux, ils étaient là pour gagner la Coupe de France. Ils l'ont fait. Ils ont tout gagné au niveau national. Donc il n'y a quand même pas grand-chose à leur reprocher. Merci mon cher Jean-Louis. Alors on parle du score. 2 choses à vous dire avant que l'on se sépare un très court instant. La première, c'est que Alain Marchal, notre ami, avait parié que si le Paris Saint-Germain s'imposait avec moins de 5-0, ce qui est le cas, il allait se teindre les cheveux en rouge. Je vous invite donc à encourager Alain Marchal à le faire et à suivre 20h politique sur BFM TV. Je crois qu'il l'a confirmé déjà sur son compte Twitter. Voilà, pour voir si ce serait fait. Et puis quand même un petit rendez-vous qu'on attend avec impatience parce que dans quelques instants, normalement, nous serons duplex avec Jean-Michel Larquet. Et on va pouvoir faire un coucou affectueux à Jean-Michel qui commentait ce soir son dernier match à la radio sur RMC. Il prend sa retraite. Alors on va faire le mondial ensemble pour BFM TV, mais c'était son dernier commentaire de match. Et on va pouvoir donc embrasser Jean-Michel Larquet. Reste avec nous, tout ça dans un instant, dans Grand Angle. A tout de suite. Retrouvez votre programme avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels. Bon les gars, faut qu'on bosse. On va d'abord dans les Pyrénées-Atlantiques ce matin. Dans l'actualité... J'ai 20 cm de neige ici, d'ici demain. Tu peux te lever, Ashley, c'est le thème de C'est votre vie. Ce matin, il faut pas rester assis. Je suis debout, me regarde pas. Preuve. Voilà. C'est une visite essentielle pour le président de la République. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, 7h30. 6h, 8h30, première édition. Soyez les premiers informés. Passez une excellente journée, à demain. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre tablette. Bonjour, recevez les interviews. Le bonheur? Le bonheur se trouve dans les petits moments. Pour la première fois, profitez avec Costa d'un tout compris exceptionnel. À partir de 699 € seulement. Nous sommes en ville. Nous sommes à la campagne. Nous travaillons. Nous profitons. Nous sommes déjà à plus de 11 millions. Et ce n'est qu'un début. Nous choisissons la beauté, l'avenir. Nous sommes ce que nous choisissons. Nous choisissons l'hybride. Et si vous passiez à l'hybride, estimez la valeur de votre véhicule sur toyota.fr et profitez de la prime à l'hybride Toyota de 3 500 € sur le Toyota CHR. Mincir efficacement devient un plaisir. Nouveau Somatoline Cosmétique 7 nuits gel frais. Se masse facilement et laisse une agréable sensation sur la peau. Pour mincir jusqu'à 1,6 cm en 7 nuits, nouveau 7 nuits gel frais. Somatoline Cosmétique, ça fonctionne. Avec Zoé, roulez en liberté. Libre de vivre les sensations de la conduite électrique, de goûter à des expériences inédites. Libre de pouvoir recharger simplement, chez vous ou ailleurs. Libre d'écouter la mer, la route ou juste le silence. Renault Zoé, la meilleure autonomie de sa catégorie. Renault Zoé, à partir de 129 € par mois, prix et son installation incluse. You keep playing where you shouldn't be playing. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you La petite robe noire, mon eau de parfum,
et ma nouvelle eau de parfum légère, Guerlain. MMA Business Entreprise, interruption spéciale. Incendie à Nantes, Claude. Oui, Ludivine, je me trouve sur le chantier où le feu s'est déclaré. À mes côtés, le plâtrier qui venait tout juste de terminer. Tout son travail est réduit à néant. Il doit être effondré. Ah mais oui, pour lui, c'est le pire des scénarios. La réception du chantier n'étant pas faite, il va devoir tout refaire à ses frais. Ah non, mon agent MMA connaît très bien les risques de mon métier. Je vais être indemnisé très rapidement pour tout refaire à neuf et finir mon chantier au plus vite. Bon bah envoyez la pub. Zéro fracas, zéro blabla, MMA. France, le retour d'un mythe. Demain à 20h50 sur RMC Découverte. Dis papa, on conduit comment dans le futur? Renault Scénic, la technologie au quotidien. Découvrez Renault Scénic et ses nouvelles motorisations essence à partir de 229 € par mois avec 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Retrouvez votre programme avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels. Il est 23h30 et vous regardez Grand Angle, soyez les bienvenus. Voici le sommaire de votre émission ce soir. La victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France, 2-0 face au club semi-pro des Herbiers. Mais la fête tout de même en Vendée. Les joueurs vendéens ont tenu la dragée presque haute aux Parisiens. Nous serons dans un instant sur place en direct. Dans l'actualité également ce soir, Donald Trump qui dénonce l'accord sur le nucléaire iranien. Le président américain affirme que Téhéran ne respecte pas le texte. Il annonce la reprise de sanctions économiques au plus haut niveau. Le Paris Saint-Germain gagne donc sa 4e Coupe de France d'affilée ce soir. Victoire 2-0 au Stade de France face au club de National 1 des Herbiers. Voici les images de cette rencontre. Lo Celso a touché 2 fois les poteaux avant de mettre ce but sur sa 3e frappe à la 25e minute. Et puis en deuxième mi-temps, c'est Cavani sur penalty qui se fait justice lui-même. 2-0 donc pour les Parisiens dans un match que l'on attendait très déséquilibré, qui finalement a été plutôt équilibré. Antoine Hollard, vous êtes en Vendée aux Herbiers ce soir pour BFM TV. Antoine, c'est la fête évidemment qui domine ce soir, l'esprit de fête. Il y avait 20 à 30 000 Vendéens dans les tribunes du Stade de France. Ils ont suivi leur équipe et ils continuent ce soir de les célébrer. Ouais, ici il y avait 9000 personnes dans le stade de la commune pour suivre le match sur écran géant. Et malgré la défaite, eh bien ici les supporters font la fête, une ambiance absolument exceptionnelle. Alors oui, les Herbiers ont perdu, la logique sportive a été respectée, mais le petit poussé n'a pas été dévoré par l'ogre parisien. Les rouges et noirs ont résisté et le sentiment général ici, eh bien, c'est que ce petit club semi-amateur a été à la hauteur de l'événement. Il y a donc une immense fierté ici chez tous les habitants, fierté que leur club ait porté haut les couleurs de leur commune, les Herbiers, 16 000 habitants désormais connus dans la France entière. Vous voyez ici, c'est une ambiance de fête comme si les Herbiers avaient remporté la Coupe de France. D'ailleurs, certains nous l'ont dit, la Coupe, on l'a gagnée, on a gagné la Coupe des cœurs et ça leur suffit finalement, ça suffit à leur bonheur parce que au fond d'eux-mêmes ils le savaient, ce rêve était irréalisable, rapporter la Coupe en Vendée c'était impossible, mais la fête restera ici, ce 8 mai 2018 restera longtemps gravé dans les mémoires des habitants. Tous ici ont le sentiment d'avoir vécu un jour absolument historique. Merci beaucoup Antoine Hollard avec Abdassal. Et cette question, pourquoi Antoine Hollard ne part-il pas lui-même en papito dans cette ambiance complètement dingue aux Herbiers? Jean-Louis Tau est avec nous. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Jean-Louis. Alors c'est la fête en Vendée évidemment après ce match incroyable au Stade de France. Et nous aussi nous allons célébrer nous allons célébrer Jean-Michel Larquet. Bonsoir Jean-Michel. Merci d'être avec nous ce soir dans Grand Angle. Bonsoir. Jean-Michel, je peux vous le dire, bonsoir Jean-Baptiste. Je suis vraiment super content que tu sois avec nous et je vais te tutoyer pour cette occasion parce que ce soir tu vivais un moment important. Ton dernier commentaire de match pour la radio, cette finale de Coupe de France. Quel meilleur cadeau pouvais-tu recevoir que ce match qui était l'incarnation du foot dans cette compétition que je sais tu affectionnes particulièrement?
Il y avait l'écrin déjà, le cadeau était magnifique, une finale de Coupe de France. Il y avait l'écrin, c'était ce Stade de France qui nous rappelle à nous tous de grands souvenirs, Jean-Baptiste. Et puis la boucle est bouclée. Quand j'étais tout gamin, je rêvais de la Coupe de France. Mes héros gagnaient la Coupe de France. Et puis un jour, il m'est arrivé de gagner la Coupe de France. Un jour, il m'est arrivé de commenter la Coupe de France. La boucle est bouclée ce soir avec ce match entre le Paris Saint-Germain et les Herbiers. C'était le plus beau cadeau d'adieu, en tout cas, que l'on pouvait me faire. Cette fête était incroyable, Jean-Michel. Tu gardes quel souvenir particulier de cette compétition? Tu l'as dit, tu l'as commenté, tu l'as joué, tu l'as gagné. Il y a une image que tu gardes en tête particulièrement? Il y a une image, et puis tu sais, de temps en temps, quand les pas très jeunes m'arrêtent dans la rue et me parlent de quelque chose qui les a marqués au cours de la carrière. Ils me parlent d'un but qui a été marqué en Coupe de France, et c'était contre Lens. J'en étais le capitaine, et c'est peut-être pour ça qu'à RMC et à BFM on m'appelle capitaine Larquet. Et ce but, cette reprise de volée qui était le deuxième but marqué contre Lens, a été élu plus beau but de toute la Coupe de France. Donc évidemment, il y a la Coupe de France, je lui dois tout, je lui dois beaucoup, je lui dois mes plus belles émotions, je lui dois une partie de ma carrière. Alors aujourd'hui, c'est rien, hein, c'est un dernier match, il y en aura d'autres. On va suivre ensemble, je crois, la Coupe du Monde. Il y aura encore des buts à commenter, il y aura encore des belles actions à commenter. Mais en tout cas, ce fut un réel plaisir, un honneur d'être avec cette équipe, avec celle de RMC et avec la tienne, Jean-Baptiste. Eh bien, je me permets ce moment pas très pro, mais je t'embrasse, Jean-Michel, ce soir, très chaleureusement. Et effectivement, nous allons vivre ensemble ce mondial des Bleus en Russie, en espérant que l'on aura l'occasion de commenter beaucoup de belles victoires ensemble. Merci beaucoup, Jean-Michel Larquet, ce soir. Jean-Louis, c'est bien que vous soyez avec nous. Et vous faites la radio avec Jean-Michel aussi. Oui. Et là, je vous le dis, il est ému, vraiment, hein, en voyant ses yeux, en voyant son attitude. Ouais. C'est un chouette moment, c'est un moment important, Jean-Michel Larquet, qui commentait ce soir son dernier match. Alors c'est vrai, pour revenir à ce qui s'est passé au Stade de France, on va regarder les images de cette victoire parisienne ensemble. C'est vrai que la fête a été totale, a été complète. Le symbole à la fin, c'est le capitaine des Herbiers, Sébastien voilà, qui lève la coupe avec Thiago Silva. Exactement, ça rappelle l'image de Réginald Beck, le capitaine de Calais en 2000, qui avait soulevé le trophée avec Mickaël Landreau, le capitaine de Nantes à l'époque. Calais, c'était l'épopée du club de CFA qui est arrivé en finale. Là, c'est une division au-dessus pour les Herbiers, mais effectivement, c'est le même symbole. Ouais, et ces images de communion, de fête exceptionnelles. Non mais franchement, les images qu'on a vues en Vendée, on a l'impression que les Herbiers ont gagné la Coupe de France. C'est des images de vainqueurs, ça. C'est ça qui est exceptionnel. Donc ce soir, effectivement, tout le monde est content. L'émotion est des deux côtés, côté parisien, côté vendéen. Et il n'y a que la Coupe de France qui offre ce genre de choses, qui offre ce genre d'émotions. Pourquoi, Jean-Louis? Mais parce que ça rappelle déjà pourquoi on aime le foot. En foot, c'est la particularité de ce sport. Le petit peut battre le gros. Si tant est qu'il joue en équipe, qu'il se transcende sur un match, que le pro soit un peu moins bien, le petit peut battre le gros. C'est pas possible en rugby, c'est pas possible en handball, c'est pas possible dans les autres sports collectifs. Donc le foot a cette spécificité qui fait qu'on l'aime tant, et la Coupe de France est le plus beau de ces symboles pour rappeler pourquoi on aime le foot. Les amateurs, alors effectivement, ils sont peut-être pas forcément amateurs, ils n'ont pas tous un métier à côté, ils travaillent du foot, effectivement, mais le club a un statut amateur, ils sont très loin du PSG, et mine de rien, sur un match, il n'y a pas tant d'écart que ça. À l'arrivée au score, il n'y a que 2-0, et tout le monde est content. C'est ça qui est formidable avec la Coupe de France. Ouais, cette compétition que les plus petits clubs commencent au tout début de leur saison, hein. C'est dire si le parcours parfois est très très long. La fête du côté des Herbiers, un moment important aussi pour Unai Emery qui quitte le Paris Saint-Germain, pour Thiago Motta, hein, qui met un terme à sa carrière aussi. Hein. Oui, le PSG va connaître un nouveau cycle. Désormais, ça y est, la saison est terminée, il n'y a plus d'enjeux sportifs pour les Parisiens. Ils ont tout gagné au niveau national, Coupe de France, Coupe de la Ligue, championnat. Le point noir, c'est la Ligue des Champions, l'élimination face au Real. Mais effectivement, on arrive au bout d'un cycle de 2 ans avec Unai Emery, à la fin d'un cycle avec certains cadres comme Thiago Motta, et maintenant il va falloir renouveler. Le nouvel entraîneur, ça devrait être l'Allemand Thomas Tuchel, devrait être officialisé. Vous dites vachement bien, vous. On m'a dit que c'était comme ça qu'il fallait le dire. Moi j'ai lu TUCHEL, j'ai Tuchel, quoi. Il y a des Allemands qui m'ont dit que ça doit être Tuchel. Moi, l'allemand, c'est pas trop mon truc. Mais en tout cas, voilà, il devrait être officialisé dans les jours qui viennent. Il va travailler sur un nouveau chantier. Et maintenant, on sait quand même que l'enjeu pour le PSG, c'est au niveau européen. Gagner des Coupes de France, ils savent faire. Maintenant, il va falloir montrer autre chose. Merci beaucoup, mon
mon cher Jean-Louis. On reparlera de foot, évidemment, on aura l'occasion la semaine prochaine. Il y a la finale de la Ligue Europa, Atlético Madrid-Marseille, on sera là. Et puis la liste de Didier Deschamps le lendemain. Hein. Ouais. On va connaître les 23 bleus pour ce mondial russe que nous vivrons ensemble sur les antennes d'RMC Sport et de BFM TV. Dans l'actualité ce soir, cette déclaration, il avait promis à ses électeurs, il a tenu sa parole. Donald Trump dénonce l'accord sur le nucléaire iranien. Les États-Unis quittent donc ce texte signé il y a 2 ans et demi par 7 pays, dont Téhéran. Loïc Besson. Comme à son habitude, Donald Trump met en scène la signature du décret dans lequel il rétablit les sanctions contre l'Iran. Nous allons mettre en place le plus haut niveau de sanctions économiques et toute nation qui aiderait l'Iran dans ses recherches pour l'arme nucléaire pourrait aussi subir ces sanctions. Ces sanctions avaient été levées en 2015 en contrepartie de l'engagement pris par l'Iran de ne pas se doter de l'arme nucléaire. Le président américain a décidé de se retirer de l'accord. C'était un accord horrible et déséquilibré qui n'aurait jamais dû exister. Ça n'a pas apporté le calme, ni la paix, et ça ne l'apportera jamais. Donald Trump assure avoir la preuve que le régime iranien ment sur ses activités nucléaires. La semaine dernière, les renseignements israéliens ont publié des documents montrant que le régime iranien continuait ses recherches sur l'arme nucléaire. Pourtant, toutes les inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique montrent le contraire. Cet accord désastreux donnait à ce régime, et c'est un régime de terreur, des milliards de dollars, une partie en cash. En ligne de mire du président américain, l'enrichissement en uranium autorisé par Téhéran, bien que très limité et destiné uniquement au nucléaire civil. Cet accord autorisait l'Iran à continuer à s'enrichir en uranium et à terme à provoquer un éclatement nucléaire. Depuis son élection à la Maison-Blanche, le président américain n'a cessé de réitérer sa promesse de campagne, sortir de cet accord que son prédécesseur et les Occidentaux avaient mis près de 2 ans à négocier. Restez avec nous dans un instant, grand angle reportage. Nous allons vous parler d'un ennemi secret, c'est le sucre ajouté. Figurez-vous qu'il est aussi addictif que la cocaïne. Selon plusieurs études, il y en a partout dans votre alimentation. Retrouvez votre programme avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels. Sur le web, retrouvez bfmtv.com. Ça, c'est la nouvelle classe A. Comme toutes les voitures, elle a un tableau de bord. Et vous pouvez le faire ressembler à ça, à ça. Ah ouais, pas mal celui-là. Le contrôle vocal est dingue. Hey Mercedes, mets-moi du hip-hop. Et avec la technologie Car2X, facile d'éviter les bouchons. Et maintenant, qui a l'air super cool devant Niki? Yikes, you did that. Alors oui, c'est une voiture, mais qui est un peu plus comme vous. Nouvelle classe A à partir de 349 € par mois. L'énergie vitale de la nature. Le jus d'aloe vera dans un soin bio délicat, dédié aux peaux sensibles à réactives. Pour une peau hydratée tout en douceur. Hydra Aloe Vera peau sensible de Sow Bioéthique. Il a ma tête, il a vu l'appel de Giroud, la frappe, la goal! La boutique du menuisier conçoit et fabrique vos portes et fenêtres en France. La boutique du menuisier pose et entretient toutes vos menuiseries. La boutique du menuisier.fr. Le crime parfait n'existe pas. Agression, enlèvement, meurtre, aux enquêteurs de retrouver les bons indices qui les conduiront à la vérité. Présenté par Elisabeth Chungi, Indice saison inédite, tous les jeudis à 20h55 sur numéro 23. Dis papa, on conduit comment dans le futur? Renault Scénic, la technologie au quotidien. Découvrez Renault Scénic et ses nouvelles motorisations essence à partir de 229 € par mois avec 4 ans d'entretien et de garantie inclus.
Si chez Fleury Michon, ils ont pu créer une filière d'élevage sans antibiotiques, sans OGM, c'est un peu grâce à nous. Parce qu'à un moment, on a su travailler différemment. Maintenant, si vous avez toujours des doutes, venez vérifier par vous-même. Venez vérifier sur fleurymichon.fr. J'adore. Dior. Véranda, on est fabricant de vérandas et d'extensions de maisons et on s'adresse exclusivement aux particuliers. Notre envie, c'était de faire connaître nos produits et puis on souhaitait aussi mettre en avant notre égérie Stéphane Thébault pour développer la notoriété de Véranda. Nous avions un spot de 30 secondes à diffuser 3 fois dans l'année et BFM TV nous a proposé d'être partenaire de la Météo des Neiges pendant 1 mois. La fréquentation du site a été multipliée par 2 et le nombre de devis aussi a été multiplié par 2. Je recommanderais BFM TV parce qu'avec un budget maîtrisé, on arrive à développer l'image et la notoriété d'une marque facilement et rapidement. J'adore. Enjoy. Dior. Retrouvez votre programme avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels. Vous regardez Grand Angle sur BFM TV. L'actualité ce soir, ce sont évidemment ces mots choisis par Donald Trump pour décrire l'Iran. Ils sont extrêmement durs. Le président américain dénonce l'accord sur le nucléaire avec Téhéran. Il remet en place le plus haut niveau de sanctions économiques, provoquant l'incompréhension de ses partenaires européens. Aymeric Barraud avec Laura Bleuzen. Pas de tweet comme à son habitude, mais une allocution solennelle à la Maison-Blanche. Donald Trump choisit la manière forte, le retrait de l'accord jugé désastreux selon lui. In a few moments, I will sign a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. We will be instituting the highest level of economic sanction. Réaction immédiate des Européens. La France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne font part de leurs regrets et assurent travailler collectivement à un accord plus large. Cet accord sur le nucléaire iranien signé en 2015 semble de plus en plus menacé. Ce 14 juillet 2015 à Vienne, la photo est pourtant historique. Après 12 longues années d'âpres négociations, la communauté internationale vient de trouver un accord avec l'Iran sur son programme nucléaire. Today could have been the end of hope on this issue, but now we are starting a new chapter of hope. Concrètement, le pays renonce à devenir une puissance nucléaire, interdiction d'enrichir de l'uranium pendant 15 ans et obligation de renforcer les inspections de l'Agence internationale à l'énergie atomique jusqu'en 2040. En échange, les grandes puissances s'engagent à lever progressivement les sanctions économiques qui pèsent sur le pays depuis 10 ans. Un accord ambitieux dont se félicite alors le président américain. Because of this deal, the international community will be able to verify that the Islamic Republic of Iran will not develop a nuclear weapon. Négocier avec l'Iran, un tournant pour les États-Unis. Car depuis la révolution islamique de 1979, les relations diplomatiques sont rompues entre les deux pays. Pour Téhéran, l'Amérique représente le grand Satan. Pour les États-Unis, l'Iran est devenu un pays ennemi.
Il faut se souvenir des 444 jours de prise d'otages des diplomates américains dans leur propre ambassade. C'était un camouflet pour la grande Amérique à la face du monde. Et la révolution iranienne était pour tous les Américains eh bien, un signe d'affaiblissement, d'humiliation à la face du monde. Et donc, en quelque sorte, lorsque Barack Obama va au bout de cet accord de 2015, eh bien, c'est une manière de fermer cette page de l'histoire. Mais cette ouverture dans la politique étrangère américaine n'est pas du tout du goût de Donald Trump. Pendant toute sa campagne, le candidat républicain affirme son opposition à l'accord nucléaire iranien et promet d'en sortir. I've been doing deals for a long time. I've been making lots of wonderful deals, great deals. That's what I do. Never, ever, ever in my life have I seen any transaction so incompetently negotiated as our deal with Iran. Une fois à la Maison-Blanche, ce message est martelé. Même si l'Iran respecte ses engagements, d'après les observateurs internationaux, le nouveau président ne dévie pas de sa ligne. Question de principe. The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions. Frankly, that deal is an embarrassment to the United States. It's insane, it's ridiculous, it should have never been made. Pour Donald Trump, ce n'est pas seulement l'accord iranien qui ne va pas, c'est tous les accords qu'il faut redéfinir. Donc il y a une position de principe, une position théorique. Tout ce qui a été négocié avant moi, Donald Trump, futur président, devra être négocié parce que ça a été négocié contre les États-Unis. C'est une position de principe qui ne va pas au fond des accords, ne regarde pas le détail de chacun des accords. C'est vraiment une position philosophique. Si Donald Trump se montre inflexible, c'est aussi pour rassurer son meilleur allié, Israël. Le Premier ministre israélien en est persuadé, comme il l'affirmait récemment, l'Iran mènerait un programme nucléaire secret. Pour Israël comme pour les États-Unis, il faut donc se montrer plus ferme avec l'Iran, notamment sur les missiles balistiques. L'Iran a continué à développer des missiles qui permettent d'atteindre l'ensemble de la région et qui menacent donc des pays comme Israël ou d'autres et qui constituent effectivement une source d'inquiétude dans toute la région. Des missiles balistiques qui ne sont pas dans l'accord. Donc l'Iran dit, nous avons le droit de fabriquer nos missiles, nous sommes un pays indépendant et comment pourrait-on nous l'interdire ? L'offensive de charme d'Emmanuel Macron lors de sa visite d'État n'aura donc pas suffi à infléchir la position de Donald Trump. Alors que l'Iran et ses 80 millions d'habitants commençaient à sortir de 10 années d'embargo, ce retrait américain ouvre désormais une longue période d'incertitude. Et du côté iranien, évidemment, ce soir, on dénonce cette décision américaine. Écoutez le président Rouhani. C'est une journée historique. Depuis 40 ans, l'Iran a tenu ses engagements alors que les États-Unis ne l'ont pas fait. Ces 40 dernières années ont montré que les Américains ont toujours eu une approche hostile envers l'Iran. Dans l'actualité également, cette journée de mardi, la mort de la chanteuse Morane, elle avait 57 ans. La Belge avait été adoptée par le public français depuis de très nombreuses années. De Starmania au prélude de Bach, retour sur son parcours avec Loïc Besson. Une voix chaude, douce et puissante, sublimée sur un prélude de Bach, qui la propulse sur le devant de la scène. Après ses débuts dans une reprise de Starmania, la chanteuse se fait très vite un nom et enchaîne les tubes en solo. Une artiste également engagée, qui aimait partager son énergie positive. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Il n'y a pas de voix plus belle. Elle était... Quand elle a chanté Nougaro, c'était quelque chose d'extraordinaire. Tout ce qu'elle faisait était parfait. Depuis l'annonce de son décès, c'est tout le monde de la musique qui est en deuil. Il suffisait d'entendre sa voix et on avait les poils raides sur les bras. C'est-à-dire qu'elle avait cette espèce de ton extraordinaire. Moi, j'ai perdu ma petite sœur.
Première à réagir, son amie Lara Fabian rend hommage à l'une de ses rares artistes, plus grande que la musique. La force de ma foi, ma faiblesse et ma loi, mon insolence et mon droit. Je suis ton autre. La chanteuse préparait un nouvel album qui devait sortir à l'automne. C'est un album qui est un hommage à Brel, parce que Morane avait déjà chanté Brel à plein d'occasions. Après 2 années d'absence due à une opération des cordes vocales, Morane venait enfin de remonter sur scène samedi dernier à Bruxelles pour un dernier concert à son public. Reste avec nous dans un instant, vous allez retrouver Rachid Mbarki, c'est votre journal de la nuit. À la une, il y a cette décision de Donald Trump ce soir et les mots très forts du président américain, très durs contre l'Iran. Il dénonce l'accord sur le nucléaire iranien, estime que Téhéran est le principal soutien du terrorisme. Et il annonce, avec cette signature que vous voyez sur ces images, la reprise des sanctions économiques au plus haut niveau contre le régime iranien. C'est à la une de votre journal de la nuit dans un instant. Je vous laisse avec Rachid et je vous donne rendez-vous demain à 22h pour Grand Angle. À demain.